Aujourd'hui, notre invitée, c'est Vita, qu'on va recevoir, la chanteuse. Moi, j'ai galéré quasiment 7 ans. Et puis, je rencontre Mélanie Diams. Et on a eu un espèce de coup de foudre. C'est devenu ma grande sœur. On fait Confession nocturne, le titre. 150 millions de vues sur YouTube. Ouais. Quand ça cartonne comme ça, toi, ça te fait vraiment découvrir la notoriété. Du jour au lendemain, t'es propulsé en télé. Quand tu tapes Vita, il y a des articles qui sortent et qui disent que tu as gagné 96 millions d'euros. Ah, bien sûr. Je suis arrivée en jet, là. Il se passe le homejacking. Et j'entends dans mon sommeil des grands coups dans la porte. S'il n'y avait pas eu l'alarme, très honnêtement, je pense que ça aurait été 100 fois plus dramatique que ce qui s'est passé. Ton mari, il est où, là? Mon mari, il est en bas en train de se battre avec un autre mec. C'est un traumatisme qui reste dans ta tête. Tu vis plus pareil. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Vita, qu'on va recevoir, la chanteuse qui va nous raconter tout son parcours, tout ce qu'elle a fait. Elle a sorti son documentaire, son album, sa tournée. Elle va nous raconter un peu aussi comment elle a galéré au début, les 7 années de galère, sa rencontre avec Diams, comment elle a explosé avec son featuring avec elle, avec les différents featuring, les énormes albums qu'elle va vendre, ensuite les échecs, puis les re-succès. Elle va nous raconter un peu son parcours. Merci, vraiment, merci beaucoup d'être aussi nombreux chaque mois à nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Merci. N'hésitez pas à vous abonner en 30 secondes, ça nous aide beaucoup. Plus on est nombreux, plus ça nous permet d'avoir des invités très différents. Abonnez-vous en 2 secondes. Si vous êtes sur YouTube, là, vous cliquez juste sur s'abonner, ça nous aide vraiment beaucoup. À commenter la vidéo aussi, ça permet à l'algorithme de pousser tout ça, pousser l'émission, à la liker, puis à mettre la petite cloche pour être au courant de la prochaine sortie. On vous sort 3 vidéos si vous découvrez Légende aujourd'hui. Une le mercredi, une le vendredi et une le dimanche. On vous met 3 interviews par semaine ou parfois des documentaires qu'on essaye de vous proposer régulièrement. Et en podcast audio, vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver. On est premier podcast de France, donc sur Spotify, sur Deezer et sur Apple Podcast notamment. Donc voilà, merci de mettre 5 étoiles sur les plateformes et merci de nous écouter de plus en plus nombreux aussi. Et c'est parti avec Vita sur Légende, on y va. Salut tout le monde, c'est Vita et je vais vous raconter toute mon histoire sur Légende. Ben voilà, bienvenue. Merci. Ça fait plaisir de te retrouver. Mais grave, tu dates, on date tous les deux. Je sais plus. Attends, on s'était vu il y a quoi? Ça fait des années quand même. Ça fait des années. Mais on se connaît depuis très longtemps. Ouais, bah ça fait plaisir de te recevoir. Moi aussi. Là, t'es multi-actu, là. Tu viens nous voir, on va refaire, tu sais, tu connais le principe de l'émission, la vie de l'invité pour comprendre le parcours, comment t'en es arrivé ici. Là, tu fais ton documentaire, ta tournée, ton album. Tu m'as dit un truc tout à l'heure, tu m'as dit, je suis un phénix. Vas-y, avant qu'on... Les gens m'appellent souvent comme ça. C'est les gens qui m'appellent comme ça. Parce que c'est vrai que j'ai démarré, mon premier album sort en 2007. Et je le dis sur scène beaucoup. Et là, on est en 2024. Et j'ai la chance d'être sur scène tous les soirs, de remplir des zéniths, de remplir un Bercy. J'ai la conscience que c'est pas donné à tout le monde. Et je remercie beaucoup mon public sur scène, tu vois. Parce que je me sens chanceuse. Je me dis qu'à un moment donné, tu peux sortir du cœur des gens. Et moi, j'ai l'impression que les gens me permettent de traverser le temps. Et ça, c'est un truc qui est fort. J'ai noté, ouais, 2007, mais t'as vraiment commencé à travailler, c'est-à-dire que ça fait quasiment 20 ans. J'ai commencé avant 2007. Pendant 6 ans, j'ai maquetté tout mon premier album et avec mon manager de l'époque, on démarchait toutes les maisons de disques et personne ne voulait entendre parler de moi. Et ça a démarré vraiment quand Diams a commencé à s'en mêler et qu'elle a dit, moi, je vais signer un label chez Universal pour te produire toi, parce que personne ne voulait de moi. Et ça a démarré véritablement au début des années 2000. Mais avant ça, il y a eu des années dans l'ombre à œuvrer. Et voilà, et c'était compliqué, les portes étaient fermées, ouais. Tu sais combien t'as vendu de disques en tout 3 millions, là, à peu près. 3 millions, ouais. Putain. Et tu comptes pas les feats, là, ou tu comptes les feats quand tu fais des... Je parle d'albums. D'albums, là Voilà. Après, tout ce qui est aujourd'hui le digital, les chiffres, moi, je les connais jamais. Quand on me sort les chiffres, c'est flippant, quoi. C'est en milliards de vues. Et moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui a fait ce métier, tu sais, pour les chiffres, pour les trophées. Je regarde jamais en arrière. Et quand j'ai le malheur de faire ça, je me prends ça en pleine face et je craque. Et genre là, il y a 3 jours, j'étais sur scène à Lyon. Moi, je suis lyonnaise. T'es née à Mulhouse et t'es partie habiter à Lyon? Je suis née à Mulhouse et je suis arrivée à Lyon, j'avais 2 ans. Donc j'ai grandi toute ma vie à Lyon. Je suis allée à l'école à Lyon, j'ai travaillé à Lyon. J'ai acheté à Lyon d'ailleurs, j'ai un appartement à Lyon. Et quand je monte sur scène à Lyon, c'est Charlotte qui me rattrape. Ça veut dire que vraiment, je me revois en fait dans mes années de galère, dans mes allers-retours entre Paris et Lyon. Et je me suis retrouvée sur scène et les gens étaient tellement hystériques. J'ai craqué en fait. Pendant 3 minutes, je n'ai pas pu chanter. J'étais en larmes parce que j'ai revu en fait toute ma vie. Et moi, je suis vraiment quelqu'un comme ça qui fonce tout le temps un peu. Je suis un peu tout le temps en pilote automatique. Et à un moment donné, je réactive le mode humain, tu vois. Et je me dis, waouh, en fait, il s'est passé des choses. Et c'est vrai que moi, je n'aime pas regarder derrière. Mais quand je regarde en arrière, ouais, je me dis effectivement, c'est merveilleux. Et mes rêves n'allaient même pas jusque-là, tu vois. Pour moi, je suis comblée. Mais du coup, t'as pas du tout envie d'arrêter ce métier quand tu rencontres le succès comme ça, c'est tellement galvanisant.
Tellement excitant. À la fois, j'ai envie de prendre du recul et de sortir un peu de la lumière. Je l'ai dit, cet album, Charlotte, c'est mon dernier album solo. Je ne sortirai pas d'album solo après cet album-là. Il y aura d'autres collaborations, je pense. Il y aura de la scène encore, parce que ce n'est pas la fin de ma carrière. Mais arrive un moment où courir tout le temps, j'arrive à la quarantaine, j'ai passé 40 ans, j'ai des enfants, je suis productrice, je suis auteure, je suis compositrice. C'est énormément de temps, d'énergie, rentrer en studio et se donner en fait autant dans un album et raconter sa vie. Ça demande beaucoup d'énergie, de sincérité. Et j'ai toujours dit, je ferai ce métier tant que j'ai des choses à dire et que je suis sincère avec les gens. Et à la fois, parfois, la culpabilité d'être absente à la maison, de rater des choses avec mes enfants, je me dis, est-ce que c'est pas le moment un peu de lever le pied, ouais. Envie de faire autre chose aussi, peut-être. Il y a plein de choses que je fais, ouais. Plein de choses dans la vie. Mais des choses qui n'ont rien à voir. Tu vois, je suis passionnée de déco, d'architecture, d'intérieur. Je me dis, c'est peut-être un truc que je vais développer après. Moi, je peux passer 7 heures à choisir 2 couleurs de coussins et de papier peint et de matière. Voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup. L'immobilier, c'est un truc qui me passionne aussi. C'est des choses que je fais aussi dans l'ombre et voilà, que je fais en même temps. Peut-être qu'avec le temps, et si j'ai plus de temps, je le ferai plus. Mais oui, il y a plein de choses qui me passionnent. Ouais. Quand tu as des enfants, ça t'a un peu guéri de cette envie de... Ouais. D'avoir de la lumière. Complètement. Ça m'a guéri de toutes mes maladies. Parce que quand tu es artiste, et bon, moi j'ai commencé ce métier, j'étais très jeune. Mon premier album, j'avais 22 ans. Et quand tu étais seule et que tu fais ce métier, tu deviens égocentré. C'est-à-dire que tu es entouré de gens qui te disent c'est génial, t'es super. Alors que tu viens de faire une télé, t'étais nul, tu le sais. Mais les gens, mais moi, mes premières télés catastrophiques. Ton équipe qui te dit t'es génial. Je te dis t'es génial, t'es la plus belle. Et j'ai jamais aimé cette hypocrisie qu'il y a dans ce métier-là. Donc je me suis très vite entourée de gens assez durs. Aujourd'hui, c'est mon mari qui m'entoure, donc c'est le mec le plus dur que je connaisse. J'ai eu besoin, moi, de m'entourer de gens... Il te dit quand c'est de la merde? Et il me dit jamais quand c'est bien. Ça, c'est encore plus simple. Ah, quand c'est bien? Il me dit jamais c'est bien. Tu vois, je suis entourée d'une équipe qui ne me dit jamais quand c'est bien. Ce qui fait qu'en fait, ça te tire vers le haut. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin de ça. J'ai besoin d'avoir des gens comme ça qui me caressent pas dans le sens du poil. Parce que j'ai le sentiment que sinon, tu fais du surplace. Quand tu fais ce métier très longtemps, tu as besoin qu'on te mette des coups de pied un peu et qu'on te dise sors de ta zone de confort. Si tu es entouré de gens qui te disent tout le temps que tu es la meilleure, tu vas pas très loin. Tu t'endors, quoi. Tu t'endors, tu fais du surplace et tu te reposes sur tes acquis. Et c'est ça c'est le danger quand tu fais ce métier. Tu viens d'une famille, comment? Toi, plutôt aisée, plutôt modeste, plutôt entre deux? Très modeste. J'ai grandi, on le voit dans mon documentaire, j'ai grandi à la campagne, dans un tout petit village, dans une petite maison très modeste. Mon père s'est saigné toute sa vie pour nous offrir une belle vie. Tu faisais quoi comme boulot? Mon père, ouais. Il était dans la moto. Il m'a transmis cette passion pour la moto très jeune. Il travaillait en concession de moto toute sa vie. Et voilà, ma maman, c'était une mère au foyer. Et elle m'a justement transmis ces valeurs, tu vois, de femme qui s'occupe de sa famille, de ses enfants et qui adore être à la maison. Et d'ailleurs, moi, dès que je suis en off, je reste chez moi, je ne sors jamais. Et les gens me disent, mais si tu faisais pas ce métier, tu vas t'ennuyer. Et tu t'ennuierais si tu restais chez toi. Mais moi, j'adore être chez moi parce que j'ai une mère, justement, qui m'a appris quand tu es à la maison, tu as 1 million de trucs à faire. Et j'adore m'occuper de ma maison, de mes enfants. Et pour répondre à ta question, non, j'ai grandi dans un milieu très modeste et j'ai vu mes parents se saigner toute leur vie et se disputer beaucoup parce qu'il manquait d'argent, parce que c'était compliqué. Et je crois qu'inconsciemment, j'ai eu cette espèce de traumatisme de dès que tu rentres 1 euro, tu mets de côté. Et j'étais très, très économe. J'ai fait attention toute ma vie. Dès que j'ai gagné un peu d'argent, après mon premier album, tout de suite, j'ai acheté un appartement. J'ai toujours eu peur de manquer, en fait. J'ai eu ces disputes de mes parents dans ma tête et je me suis dit, c'est un métier qui est compliqué, tu vas gagner de l'argent, puis d'un coup, ça va plus marcher. Donc, j'ai toujours eu cette peur de manquer, même quand ça a vraiment marché. Est-ce que t'es pas bien quand t'es chez toi parce que justement, t'y es peu? Est-ce que c'est pas parce que justement... Alors, on me dit souvent ça. J'ai des copines que je vois, elles, justement, parfois, pas malheureuses, mais qui s'ennuient parfois de ne pas être accomplies dans leur carrière professionnelle. Et moi, je leur dis, mais vous savez, le plus bel accomplissement, c'est la famille, déjà. C'est d'être une femme à la maison qui s'occupe de ses enfants, qui a construit une famille, un foyer. C'est un métier à part entière d'être femme au foyer. C'est un métier de ouf. Mais c'est un métier de malade. Moi, je suis maman, je suis artiste en même temps. Mais je pense à 1 million de femmes qui travaillent, qui font des jobs 10 fois plus durs que le mien, et qui se lèvent le matin, qui s'occupent des gosses. Tu sais ce que c'est déjà dans une journée de te lever, t'occuper de tes gosses, t'occuper de ta maison, faire ton ménage. Le soir, tu rentres du boulot. Si tu travailles en plus, faire à manger pour ton mari. Mais t'as envie de mourir, après, t'as envie de dormir. Après, quand on dit, mais attends, tu travailles pas? Et quand on dit à ces femmes qui ne travaillent pas, ah, t'es femme au foyer? Bah, ça va.
Mais attendez, c'est un métier à part entière. Moi, je le dis et j'en suis consciente. Alors, peut-être que moi, justement, j'en ai marre de courir parce que je cours tout le temps. Quand je ne cours pas, mais ça fait des années que je suis comme ça, quand je suis off, je ne sors pas de chez moi. Ouais. Je suis tout le temps chez moi. Surtout quand tu fais des nuits et que tu as ton fils ou ta fille qui est un peu malade. Ah bah là, on peut en parler si tu veux, je suis en plein dedans. Et... c'est une catastrophe. C'est-à-dire que pareil, là, je dors mieux. Toi aussi? Ouais, bah, j'ai dormi dans une autre chambre ce soir. Enfin, je dors sur son tapis par terre, sur un matelas. Je campe. Parce que là, ma fille, elle me fait une crise depuis le début de la tournée. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle sent que je pars. Et en fait, je dors mieux dans le tourbus 3 jours par semaine que chez moi. Alors que j'attends que ça de rentrer chez moi. Et elle se réveille toutes les 2 heures. Elle m'a jamais fait ça. Je pense qu'elle ressent peut-être un manque, tu vois. Et c'est ce qui me fait culpabiliser. Et donc, ouais, je dors mieux dans le tourbus en ce moment. C'était comment tes parents? Ils étaient du coup pas du tout dans l'artistique? Pas du tout. Pas du tout. Ils étaient plutôt stricts, plutôt cool? J'ai eu un père très strict. Très, très strict. Mon père, c'est vraiment l'éducation française traditionnelle. Tu mets les coudes sur la table, tu te prends... mon père, il nous mettait des fessées quand il fallait. Il était dur, très dur. Un père dans les années 80, finalement. C'était un père des années 80 très dur. Alors, ça me fait rire aujourd'hui parce que moi, dans l'éducation, je reproduis un peu... Enfin, je suis beaucoup moins dur que lui, mais je veux dire, je suis pour cette éducation. Je suis pour le cadre. En fait, je pense qu'un enfant, c'est trop facile quand ils sont trop malins, les enfants. Ils captent, en fait. Ils nous cherchent. Et moi, j'ai un père... Il nous teste tout le temps. À partir de 2 ans, il nous teste. Je le vois là avec ma fille. Et en fait, pour moi, mon père, c'était le père qu'il me fallait. Et pourtant, j'ai eu une crise d'ado très, très dure et j'étais insupportable. Et j'ai détesté mon père à l'adolescence. Vraiment, il était tellement dur. Et je l'ai remercié, je sais pas, 6-7 ans plus tard, parce que je pense que si j'avais pas eu un père aussi dur, je serais totalement partie en live, tu vois, parce que j'étais douée à l'école et que je me prenais pour une autre. Et j'étais rebelle, en fait, un peu dans l'âme. J'avais un caractère fort et j'avais besoin d'un cadre. Et il était là, lui, pour me recadrer. Et des années plus tard, je me suis dit, Dieu merci, j'ai eu un père comme lui, tu vois. Et on va parler d'éducation après, si tu veux bien, parce que maintenant, il y a des débats sur l'éducation. Il y en a c'est ce qui fait le plus réagir, je crois. Je vois sous les vidéos, ça parle d'éducation, à tout le monde qui dit « Ouais, non, ça, c'est pas bien, dans la fessée. Ouais, c'est bien une fessée. Non, surtout pas, machin, et ça. » Et chaque parent a son... et puis voilà, il n'y a pas de jugement. Chacun éduque comme il veut ses enfants. Mais souvent, tu vas te faire des leçons sur l'éducation. Tu dois pas faire ça ou tu dois faire ça. Et en fait, quand tu regardes les livres d'éducation des années 70, c'est ahurissant. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils disaient un verre de vin, mais vraiment, vous pouvez lui faire goûter un demi-verre. C'est hallucinant. Ou alors, vous pouvez fumer dans la voiture, mais vous ouvrez d'1 centimètre la fenêtre, tu vois. Oui, et comme ils te disent, il fallait les coucher sur le ventre. Après, 10 ans plus tard, ils te disent... Surtout pas sur le ventre. Tu vois, ça change tout le temps. Après, je pense, comme tu dis, faut pas être dans le jugement. Chacun fait ce qui l'apaise. Chaque parent fait du mieux qu'il peut, en vrai. Et être parent, c'est ça déjà. C'est en vérité faire du mieux qu'on peut. T'en as 2, toi? J'en ai 3. 3? 2 belles filles. Donc au total, j'ai eu 5 enfants pendant longtemps à la maison. Maintenant, mes belles filles sont grandes, mais il y en a une qui est à la maison tout le temps, qui m'aide beaucoup. Ouais, on est une famille recomposée et je pense qu'on a réussi ça parce qu'on est très, très soudés. À la fois, l'éducation, moi, j'ai eu ces valeurs-là très strictes et mon mari, il est comme ça aussi, très à l'ancienne. Et moi, ma maman est d'origine sicilienne, donc c'est l'éducation méditerranéenne aussi. J'ai pas connu ce truc de les enfants, on leur passe tous les caprices. Non, en fait, l'enfant, il s'adapte à ton éducation et c'est pas l'inverse. Et je suis comme ça, moi, dans mon éducation. Mon mari est très comme ça. Donc, par exemple, là, ma fille, elle me fait des caprices toutes les nuits. Je refuse de la mettre dans mon lit. Et toutes mes copines me disent, mais mets-la avec toi. Non, moi, mon enfant ne dort pas dans ma chambre, en fait. Donc, c'est moi qui me sacrifie. Ah putain, ouais. C'est pour ça que je dors pas. Moi, j'ai craqué. Ouais, moi, je craque pas. Je veux pas craquer. Je lâcherai pas l'affaire. Mais c'est dur parce que quand tu rentres de tournée, là, je suis rentrée à 3h du matin il y a 2 jours. À 2h, elle se réveille. Maman, ça y est, j'ai craqué, je mets le matelas, je dors par terre, tu vois. Depuis que j'ai vu un reportage sur les Japonais qui dorment avec leurs enfants jusqu'à l'âge de 7 ans, en disant que c'est des tribus, et ils pensent qu'on est comme les animaux, et puis c'est qu'il faut entourer pour rassurer. Ouais, non, moi, je peux pas. Mais je respecte, hein, parce que ils sont bien, les enfants, avec nous, ils aiment ça. Ils sont bien. Moi, je pense qu'après, c'est compliqué pour le couple, tu vois. Moi, je veux pas rentrer là-dedans. Mais je lâche pas l'affaire, je vais y arriver. D'ailleurs, tu disais que la période de l'école primaire, c'était compliqué pour toi. J'ai regardé un peu les interviews que tu avais données. Tu t'expliquais ça. Pourquoi c'était compliqué? J'ai pas aimé l'école primaire. Moi, à partir du collège, je me suis un peu émancipée et je pense que j'ai pris un peu le pouvoir dans ma tête. Je crois que la primaire, j'étais une petite fille très joyeuse et très gentille, peut-être trop naïve. J'ai une maman qui m'a un peu élevée justement à la maison dans la vie, c'est les bisounours, tu vois. Ma mère, elle nous protégeait beaucoup. C'était une maman italienne très protectrice. Et justement, moi, parallèlement, dans mon éducation, je suis plus dans le... Je suis vraiment sans tabou. J'explique tout à mes enfants. Parce qu'on est dans un monde de fous. Et je veux qu'ils soient prêts, en fait, à l'affronter. Et ma mère, elle, c'était l'inverse. Elle nous protégeait. Donc, j'ai débarqué en primaire et j'ai été confrontée à
les enfants sont cruels quand même parfois, tu vois, la dureté C'est super dur, les clans. Et c'est marrant parce qu'il y a 3 jours, j'ai revu mon institutrice de maternelle qui est venue me voir à Lyon en concert. On s'est vu avant le concert. Elle m'a ramené ma photo de classe, tu vois, de maternelle. Je pouvais dire le nom de chaque enfant. J'étais choquée de me rappeler de ça, tu vois, j'ai 40 ans. J'ai dit le nom de chaque élève et j'ai revu 2 filles de cette classe qui m'avaient fait la misère quand j'étais gamine. J'avais 5 ans et je m'en rappelle encore. C'est te dire, comme je pense, dans la petite enfance, quand même, il se passe un truc, en fait. Je pense qu'on se forge à ce moment-là. Et ouais, moi, j'ai vécu... j'ai senti que j'étais un peu à part. Des autres, tu veux dire Ouais, je crois que j'ai moins de copains que les autres. J'avais moins de copines, j'étais un peu à part. J'avais pas... Les filles étaient très ensemble, en clan. Moi, je sais pas, j'étais à l'aise un peu plus avec les garçons. J'étais un peu un garçon manqué, petite, parce que j'ai eu un père comme ça qui nous a élevés. On faisait de la moto, on faisait du foot. Et j'ai pas trouvé ma place avec les filles tout de suite. Et je me suis sentie mise à l'écart. Ensuite, à l'adolescence, il y a eu le fait que j'ai pris du poids. J'ai eu ce truc aussi où j'ai vécu un peu les moqueries, ce qu'on appelle un peu du harcèlement aujourd'hui. Alors moi, j'ai du mal à mettre ce terme sur ça, mais peut-être c'était le cas. Et je pense que du coup, l'école, je l'ai toujours vécu un peu comme un combat, un espèce de combat, un truc où il faut y aller, quoi. Et ce qui fait que j'en garde pas un souvenir incroyable. Ouais. C'était dur. Je vois ça comme un combat. Ouais, t'avais des surnoms, tu disais. Ouais, j'avais un surnom au lycée, c'était Golgoth. Tu t'appelais Golgoth. Un jour, j'ai entendu des mecs dire... Donc, je faisais quand même 15-20 kilos de plus que le poids que je fais là. J'ai eu une période vraiment à l'adolescence où les hormones, d'un coup, tu comprends pas ce qui se passe et tu prends 10 kilos d'un coup. Et voilà, c'était au lycée, au début du lycée. Et ouais, je l'ai super mal vécu et j'entendais ce genre de moquerie, tu vois. Et ça a été un déclic, en fait. J'ai eu un électrochoc ce jour-là. Je suis allée voir un médecin, un nutritionniste. J'ai perdu 15 kilos derrière en, je sais pas, 4 mois, 5 mois. Et toute ma vie, je me suis vue comme ces mecs-là quand ils m'ont appelée Golgoth. C'est-à-dire que j'ai une maladie, encore aujourd'hui, je le sais, je me vois ronde et je me déteste. C'est-à-dire que c'est très dur de faire un métier d'image. Toujours aujourd'hui. J'ai une équipe, c'est un enfer. Mon équipe, ça fait 10 ans qu'ils travaillent avec moi. Je peux pas me regarder, moi, tu vois, sur une télé, Guillaume, c'est très dur. C'est-à-dire, quand je vois un truc, jamais je me regarde en télé, s'il y a un truc, je vais éteindre. Pendant des années, et avec le temps, j'ai analysé, j'ai compris que je crois que je suis restée bloquée sur ces complexes, tu vois, qui étaient profonds. Et aujourd'hui, je travaillais là-dessus, tu vois, mais c'est dur. J'aime pas me voir, en fait. Et c'est un métier où, que tu le veuilles ou pas, c'est un métier d'image. Il faut accepter que tu vas te voir, il y a un clip, il faut valider le clip, il faut valider le montage. Et moi, je suis un peu une maniaque ou dépressive de l'image, donc je vais à tous les montages de clips, je refais tous les... Moi, j'en fous les gens. Mais j'essaye de l'accepter avec le temps et j'ai compris qu'en fait, il faut juste prendre du recul. Et plus les années passent, plus j'arrive à travailler là-dessus, mais je me suis jamais aimée, ouais. J'en parle beaucoup dans le docu. T'en as pas aujourd'hui un peu plus rien à foutre ouais, bien sûr, beaucoup de ce que plus. vont penser certaines personnes. Et puis, de toute façon, c'est un truc un peu toxique avec tous les réseaux sociaux. T'as toujours des mecs qui vont pas aimer, critiquer. Tu regardes, toi, ce que les gens disent de toi? Moi, j'ai arrêté de regarder les commentaires en 2009. En 2009, mon deuxième album sort et j'ai ce réflexe de aller regarder les commentaires sur les réseaux de l'époque. C'est sur MySpace et tout ça, dans 2009. MySpace, les blogs. Ouais, MySpace, beaucoup. Et je vois la méchanceté des gens, je lis des choses. Je me souviens d'une critique, et ça a été la goutte d'eau qui fait que j'ai plus jamais regardé les commentaires. Sauf, on va dire, de mon Insta aujourd'hui, parce que les gens sont extrêmement bienveillants. Mais par exemple, moi, j'ai pas X, je vais pas sur X. On m'envoie des choses, je peux même pas ouvrir le lien parce que je l'ai pas. J'ai d'autres médias d'information, mais c'est un média qui ne m'intéresse pas, moi, me concernant sur mon compte, parce que je sais que les gens sont là que pour terminer, tu vois. Moi, je sais que j'ai pas les épaules pour ça. Comme tu le disais tout à l'heure, moi, j'ai arrêté, ça ne m'intéresse pas. J'en ai pleuré, hein. Ça m'a fait... c'est vrai. Ouais, ça m'a fait un truc, je me suis dit, ouais, mais les gens sont méchants, mais c'est... Tu vois, et ils disaient ça, et ça partait dans tous les sens, et tout, bon, bref. Et je lis ce truc-là, et à partir de là, je me suis dit, OK, pourquoi t'infliger ça? En fait, ça fait partie du game. C'est comme ça, tu peux pas l'éviter. J'ai arrêté de regarder les commentaires mauvais, méchants. Et à partir de là, si tu veux, quand tu te concentres sur le positif et sur les gens qui t'aiment et qui te soutiennent, c'est un kiff, en fait, de faire ce métier. Mais l'ère dans laquelle on est là, virale, c'est d'une violence. Et je dis souvent, j'aurais pas eu les épaules de démarrer ma carrière. Si j'étais une jeune artiste aujourd'hui en développement, j'aurais pas pu faire ce métier. Je pense pas. Par rapport à, dur, par rapport à 2007 avant. Mais oui, 2007, et déjà qui était dur. Qui était déjà dur, mais ça allait. Ça n'allait pas aussi vite. C'était pas aussi violent. La viralité n'était pas aussi forte, en fait. Là, ça va trop vite, en fait. Tu te grattes la tête en télé, ça y est, ils disent non, c'est trop, ça va trop vite. Je suis pas. Ça me traumatise. Mais c'est hyper toxique, en fait, tous ces trucs-là. Faut être fort, hein, aujourd'hui, là, pour la nouvelle génération. Il faut être prêt, faut être solide, hein, pour faire un métier comme ça. C'est difficile. T'es d'accord? C'est difficile d'être à l'image tout court aujourd'hui. C'est difficile d'être à l'image. C'est difficile d'être une femme, hein. Et c'est plus difficile d'être une femme.
Alors quand tu fais ce métier, encore plus. Parce que c'est pas dur de percer de nos jours. Là, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est un peu à la portée de tout le monde de faire un tube. Mais déjà, de traverser le temps, c'est super dur. D'être une femme et de vieillir, c'est super dur. D'être une femme et d'être scrutée tout le temps dans les médias, les télés, tu fais une télé, t'arrives, t'as une sale tête, t'as pas dormi, ça se voit. T'es un mec, c'est pas grave, tu vois, tu viens, tu mets une casquette, tu mets une paire de lunettes, t'es pas maquillée, on s'en fout, en fait, c'est stylé. Mais quand t'es une femme, tu prends de l'âge, t'as des rides, c'est dur, en fait, et tu vois les gens qui te terminent. Donc, je pense vraiment qu'il faut être accroché, ouais. Faut être bien. C'est un truc qui te fait peur, ça, justement? Pas du tout. Non. Alors moi, je suis très croyante. Je crois que le temps qui passe, au contraire, moi, ça me fait du bien pour l'instant. D'ailleurs, je me trouve 10 fois mieux aujourd'hui que dans ma vingtaine, je te dis très honnêtement, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement. Je suis hyper sereine aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant. J'ai vraiment appris le détachement avec le temps. Alors peut-être que quand je vais arriver à 70 ans et que je tomberai malade et je le vivrai différemment, mais j'ai pas eu l'angoisse du temps qui passe. J'ai l'angoisse de mourir jeune, moi. J'ai trop peur de ça. Je veux voir mes enfants vieillir. Ouais, j'ai peur de ça. Je demande que ça dans mes prières, de voir mes enfants vieillir. Ouais. Mais j'ai pas peur de vieillir. Au contraire, moi, quand je vois des mamies de 90 ans, 95 ans qui ont des belles vies comme ça, je trouve ça trop beau de voir ta famille. Si tu fais des enfants, c'est pour les voir grandir, tu vois. Que tu fais attention à ce que tu fais dans la vie, genre l'avion, la voiture, les machins, tu fais plus attention qu'avant pour pas mourir, justement? Alors moi, j'ai un problème avec la vitesse, pas bien de le dire dans cette émission. Moi, je peux en parler. Ouais, mais écoute, disons quand même, avec les années, j'essaie d'un peu de me calmer. Par exemple, j'ai le goût du risque qui s'est un peu calmé avec les années, tu vois. Moi, j'étais vraiment dans les sensations fortes, le parachute, j'ai tout essayé, tous ces trucs-là. Je crois qu'avec les années, tu vois, par exemple, ne serait-ce que les parcs d'attractions et tout, je me suis un peu calmée. Genre là, il y a pas longtemps, j'ai fait un parc avec mes enfants et tout. Au bout de 3 trucs, j'avais mal à la tête, j'ai dit ça, j'ai vieilli. C'est quoi, t'as fait Astérix? Ouais. Ils sont violents. Ils sont violents. Justement, c'est ça qu'on cherche. Ah, c'est plus violent. Mais quand j'étais jeune, je voulais que ça. Je les enchaînais et tout. Là, j'en ai fait 3-4. Au bout d'un moment, ça y est, j'ai dit à mon fils, tu sais quoi, je crois que j'ai vieilli. Je vais manger. Je vous laisse. Mais à côté de ça, ouais, non, te dire que je fais attention. Oui, je pense, j'y pense tout le temps. Je suis pas focus tout le temps. Ouais, là, je vais mourir et tout. C'est vrai que j'y pense. On a failli mourir en avion. On a vécu un presque crash d'avion, nous, dans un petit avion, il y a quelques temps. Ça m'a quand même traumatisé. Mais t'avais des enfants avec toi ou pas? J'avais mon mari avec moi et j'avais pas mes enfants. Et je me suis dit, ça y est. Plus jamais on prend l'avion à 2 sans les enfants, non? Alors, c'est horrible ce que je vais te dire. Tu sais quoi? Je me suis dit, en fait, si on meurt tous les deux, mes enfants sont orphelins. C'est horrible, parce que les gens vont me détester. Je me suis dit, je crois que j'aurais préféré qu'on meure tous ensemble que laisser mes enfants seuls dans ce monde. Tu vois ce que je veux dire? Tellement j'ai peur pour eux, parce que je trouve que c'est un monde qui est archi dur. Ouais. Et non, je me suis dans le crash, et on a failli se crasher, hein, mais dans dans cette panne de pression qu'il y a eu, on a dû faire un atterrissage d'urgence en 30 minutes, il n'y avait plus d'air dans la cabine, ouais, c'était un avion privé, donc c'est un tout petit avion, tu es au-dessus de la mer, ils appellent atterrissage d'urgence, il n'y a pas on est en pleine nuit, les aéroports ne répondent pas, tu as 30 minutes pour atterrir, c'est un vrai truc. On a les masques qui tombent, on n'arrive plus à respirer et tout, franchement, c'était un vrai truc de ouf. Et en fait, là, ouais, tu vois ta vie. Alors, on dit, tu vois ta vie défiler. Moi, je priais et je me suis dit, OK, ça y est, c'est maintenant, tu vois, c'est mon épreuve. Et je pensais qu'à mes enfants. Je me suis dit, punaise, mes enfants, ils vont être orphelins. Tu vois, je pensais qu'à ça. T'as regardé des photos d'eux? Non, franchement, j'étais même pas là-dedans. Il y avait le silence dans l'avion. Moi, je faisais que de prier. Je vais pas te mentir. Et quand t'atterris, tu te dis, on a réussi à atterrir. Et tu te dis, bon, voilà, quelle grâce d'être en vie. Et ouais. C'est des choses qui, maintenant, quand je prends l'avion, j'ai une appréhension à cause de ça. Mais à côté de ça, ouais, j'ai toujours été quelqu'un qui aime la vitesse, qui aime les sensations fortes. Mais avec les années, je sens que je prends plus des risques pour rien, tu vois. Tu vas être exclu de ton collège. Pourquoi t'es exclu? Ta période de collège se passe pas très bien. Ma période, donc comme je te disais, le primaire, je l'ai pas bien vécu. Et puis quand je suis arrivée au collège, j'ai commencé à m'émanciper. Je crois que je rentre dans la crise d'adolescence. Je fais une grosse crise d'adolescence. C'était très dur pour ma mère parce que ma mère, elle avait pas d'autorité sur nous véritablement. C'était mon père l'autorité. Mais mon père, il travaillait tout le temps. Il partait de 7h du mat à 22h. Quand il rentrait, c'était que pour nous défoncer. Ma mère, elle disait, vous allez voir votre père. Et mon père, c'était le seul qui me calmait, moi. Et j'ai fait cette crise de rebelle au collège. J'étais plutôt douée à l'école et je crois que je me servais de ça. Et je me disais, OK, c'est bon, j'ai des bonnes notes. Et puis je traînais avec des mauvaises fréquentations, on va dire. Et c'est là où, si j'avais pas eu ce père que j'ai eu, je pense que j'aurais pu vraiment vriller. Et je me suis fait virer du collège parce que j'étais très insolente. Je répondais... voilà, quoi, j'obéissais pas, quoi. Ah, t'étais rebelle. Ouais, j'étais rebelle et j'ai été exclue. J'en suis pas du tout fière. D'ailleurs, je crois que mes enfants le savent pas. Mais c'est te dire comment je pense qu'à un moment donné, dans l'enfance et dans l'adolescence, on se cherche. Et c'est là où je pense qu'il faut un cadre.
T'as des enfants qui ont besoin de limites. Moi, j'avais besoin de limites. Et parce que j'avais le sentiment... J'étais très autonome. Ma mère me dit, depuis que t'avais 2-3 ans, j'ai le sentiment que t'étais une enfant, t'avais besoin de personne. J'ai appris à lire toute seule. Donc, ils m'ont fait passer au CP, très jeune. J'avais pas beaucoup de copines en primaire. Et ce truc un peu d'autonomie a fait que, quand je suis arrivée au collège, ça s'est un peu transposé dans une rébellion où, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te dise « Oh, stop !» Tiens, 11 ans, tu vas commencer à chanter dans ta chambre. Après, tu vas faire des concerts à la MJC de Vaux-en-Velin, à côté de Lyon. Tu as envie de faire de la musique assez rapidement. Finalement, tu as envie d'être connu, tu as envie de marcher, tu as envie de... Alors, pas du tout. Écoute, la passion pour la musique, elle est venue par la plume. Moi, ça a commencé, j'écrivais des textes dans ma chambre. J'adorais écrire. Et puis après, j'ai commencé à chanter des heures et des heures dans ma chambre enfermée. Je tombais amoureuse de la soul. C'est Aretha Franklin, vraiment la chanteuse que j'ai le plus imitée dans ma chambre. Et j'écoutais ça, et je sais pas pourquoi, c'était la soul que j'écoutais, alors que mes parents écoutaient que de la variété. Et je me suis mise à chanter des heures, des heures. Et je crois qu'en refaisant un peu les inflexions d'Aretha et tout, j'ai commencé un peu à me diriger dans cette couleur musicale qui est devenue la soul, le R&B après. Et je chantais, mais pour moi, en fait, enfermée dans ma chambre. Si tu me demandais, chante-nous un truc, c'était impossible pour moi de chanter dans une réunion de famille, devant quelqu'un. Et je me souviens d'ailleurs au collège, un jour, on avait pris le car pour aller dans une sortie, et ma copine, elle dit, ouais, elle va vous chanter un truc. Je suis restée paralysée comme ça. J'ai jamais pu chanter devant les gens. Et donc, par exemple, moi, je n'aurais jamais pu faire de télécrochet, d'émission. À l'époque, là? Jamais. Jamais, j'aurais pu. Je sais pas comment ils font The Voice. Je sais pas comment ils font. Je te jure, pour avoir été marraine, moi, de la Starac, mais il y en a, ils ont 19 ans, ils se retrouvent en prime time TF1, en direct. C'est super dur. Moi, aujourd'hui, j'ai 20 ans de métier. Même quand je fais ces émissions-là, je me prépare, j'ai une vraie prépa et tout. On fait des vraies répètes. C'est dur, en fait. On te dit 3, 2, 1, c'est du direct. Et moi, à l'époque, j'étais terrorisée par le fait d'imaginer de chanter devant quelqu'un. C'est pas naturel, en fait, de chanter devant 1 million de personnes, 2 millions, 3 millions. Exactement. Tu stresses toujours? Et la télé, c'est hyper artificiel, c'est encore plus dur. C'est froid, la télé. La télé, loin moi, de la complètement par opposition à la scène, où c'est tellement puissant. Par exemple, la scène, c'est ce que je préfère aujourd'hui. Même si mes premières scènes, c'était très dur. Aujourd'hui, j'adore ça. C'est puissant, la scène. Les gens te prennent et te portent, et tu vis des émotions où, comme je te dis, tu peux finir en larmes. La télé, t'arrives, les gens, on leur dit 3, 2, 1, ils applaudissent, tu commences à chanter, c'est terminé, tout le monde s'arrête, tout est artificiel, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai pas du tout aimé les télés, c'était très dur pour moi, les promos. Et oui, est-ce que j'ai encore le trac un petit peu, le début, mais je sais ce que j'ai à faire quand je viens sur une télé ou sur un concert. Mais la scène, ça n'a rien à voir avec la télé, je préfère 100 fois la scène. T'aimes pas trop la promo, si tu le dis, c'est un truc... J'aime pas trop la promo. D'ailleurs, ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est mon dernier album solo. Parce que quand tu sors un disque, déjà, il se passe quasiment 8-9 mois où tu es en studio et où tu crées. Moi, je suis auteur, donc je raconte ma vie. Qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce que je vais faire pour les surprendre, pour innover? Ensuite, le disque sort. Tu te tapes toutes les émissions de télé de la Terre. Alors, les émissions de télé, c'est cool. C'est à Paris, tu chantes, ça va. Mais ensuite, moi, je vais en province quand même. Je fais les plateaux radio. Moi, je suis une artiste qui va en province. Il y en a qui ne le font pas. Moi, j'y vais. Ben, c'est des allers-retours tous les 2 jours. Tu vas à côté de Marseille, dans des petites villes, et tu vas faire tel plateau radio et tel plateau, et tu vas partout un peu en France. Il se passe quasiment 1 an, tu fais que de la promo. Ensuite, tu pars en tournée, si ça se passe bien. Donc, parfois, tu pars 1 an, 2 ans. C'est long, tout ça, tu vois, sur un disque, en fait. Donc, moi, ce que je préfère, c'est la créa, c'est d'être en studio, d'écrire pour moi, d'écrire pour les autres, et c'est de monter sur scène et de retrouver mon public. Mais partir, courir partout, les émissions de télé, le stress que ça génère, les talks, les trucs, pas dire une connerie, parce qu'on est dans une ère où ils reprennent tout ce que tu dis, et toi, tu viens juste faire de la musique, en fait. Parler de ta musique, déjà, c'est pas naturel aussi, tu préfères chanter. C'est un vrai truc, la promo, ouais. Et moi, j'ai pas toujours été à l'aise en promo, ouais. Ah, je comprends. T'as l'impression que tu vas te faire piéger chaque phrase. Ah, là, aujourd'hui, de nos jours, surtout dans le monde là. Le peu d'émissions qui existent, de talk, clairement, on le sait, tu vois, c'est des émissions qui sont virales après sur les réseaux. Ils viennent aussi pour ça, pour aller te poser des questions, des choses qui vont buzzer. Ils viennent pas pour te dire c'est super, bravo, vous êtes génial. Tu vois, ils viennent pour te poser des questions, te pousser dans tes retranchements. Et toi, ben, c'est pas ton métier. T'es pas animateur télé, tu vois, t'es pas acteur. Donc t'es pas armé forcément. Et du coup, tu vas dire un truc un peu naturellement. Et tu vas te faire avoir, et après, bah, du coup, tu n'oses plus parler. Et puis après, on est dans des médias où plus personne n'ose dire les choses. Exactement. Ah, c'est un truc de fou. Tu vas faire des... 17 ans, tu vas prendre un appartement toute seule, tu vas faire serveuse, j'ai lu, tu vas être vendeuse, ouais, tu vas te bouger, en fait, pour gagner de l'argent. Bah ouais. Et tu vas commencer à faire des featuring, tu vas rencontrer des gens petit à petit. Ça va se faire assez naturellement, finalement. Tu vas galérer combien de temps? J'ai galéré quasiment 7 ans. En fait, en gros, l'histoire, c'est que moi, j'ai grandi à la campagne, j'ai eu mon bac, mon père m'a pris un petit appart en centre-ville pour aller à la fac. J'ai fait 2 mois de fac, j'ai pas aimé. Je lui ai dit, j'aime pas. Il m'a dit, bah, tu te démerdes, tu te payes ton loyer.
Je suis allée travailler, j'avais 17 ans, j'ai trouvé un boulot de vendeuse. Ils m'ont embauchée alors que j'étais mineure. J'ai gagné bien ma vie parce que je me débrouillais bien. Enfin, j'étais une bonne vendeuse. Et là, j'ai commencé à maqueter tous les morceaux de mon album à fleur de toit. Mon manager démarchait toutes les maisons de disques parallèlement. Pendant 6-7 ans, on s'est pris des portes partout. Parallèlement, je faisais quand même quelques feats qu'on commençait à prendre. Je pense à Ne dis jamais avec Cynic, qui était en radio, qui est mon premier feat qui a fonctionné. Plein de mecs m'appellent du rap, les mecs de la Mafia qu'un free. Je pose ma voix sur plein de chansons de rappeurs. Parce qu'à l'époque, les rappeurs ne chantaient pas les refrains, tu vois, ils nous faisaient appel à nous. Je commence à me faire un nom vraiment dans ce petit métier, à ce moment-là, vraiment dans la scène urbaine. Et puis, je rencontre Mélanie Diams. Et on a eu un espèce de coup de foudre humainement. C'est devenu ma grande sœur. Et en 2001, là, c'est ça à peu près, non, on est avant. C'était en 98, un truc comme ça. Moi, j'étais fan d'elle, de l'artiste. Elle avait pas encore explosé, c'était avant Brut de femme. Et elle connaissait le peu de trucs que j'avais sortis, tu vois. Et elle me disait, t'as une identité vocale incroyable, tu verras qu'un jour tu vas tout péter. Je lui ai dit, moi j'étais trop touchée. Et on devient très copines. Elle était déjà. C'était juste avant Brut de femme, elle était très connue dans le milieu du rap, mais elle n'avait pas encore explosé. Elle venait de manière populaire, DJ, quoi. C'était pas. Oui, d'accord. Et moi, si tu veux, j'étais à ses côtés de ce moment-là au sommet de sa carrière, quoi. Et je l'ai vu exploser par la suite. Et on est restés très, très copines pendant toute cette période-là où elle m'a vu galérer, où elle écoutait toutes mes maquettes. Elle me disait, tu verras, c'est pas possible. Elle m'a dit, si les portes ne s'ouvrent pas, moi, je vais signer un label pour te signer toi. Et c'est ce qu'elle a fait quand elle a signé Motown France chez Universal, pour me signer moi en première artiste. Parce que 5 ans plus tard, il se passait rien. Et puis, on fait Confession nocturne, parce qu'elle m'invite sur son album. C'est le plus gros. C'est le début de ma carrière. Moi, c'est le premier titre qui me fait découvrir au grand public. On fait Confession nocturne, le titre devient un phénomène. 150 millions de vues sur YouTube. Ouais, c'est incroyable. Et le titre devient un espèce de raz-de-marée, on ne comprend pas ce qui se passe. Alors qu'elle, sur cet album-là, son album cartonne, et c'est le plus gros titre à ce moment-là qui génère le plus de retours sur son album. Et elle m'emmène en tournée avec elle, sur sa tournée des Zéniths. Et j'ai beaucoup appris en la regardant, tu vois. Je l'ai observée, en fait, quand j'étais personne, quand j'étais dans l'ombre et quand je faisais même pas de ma passion mon métier. Et je l'ai vue, elle, gérer tant bien que mal la célébrité, la souffrance qu'elle a eue là-dedans. Je l'ai vue comme elle travaillait sur ses tournées, comment elle montait ses shows. Et je me suis beaucoup inspirée d'elle dans le travail et dans la gestion des gens autour de toi. Parce que c'est un vrai métier de tenir une équipe de scène. Et quand t'es producteur, c'est un vrai métier, tu vois. Et j'ai beaucoup appris d'elle à ce moment-là. Et puis ensuite, mon album est sorti chez Universal et ça a été le début de mon histoire à moi en solo. Mais les débuts, c'est beaucoup Mélanie qui est avec moi. C'est quoi ton plus beau souvenir avec elle? Vous avez vécu un truc un peu en dehors de... J'en ai plein, mais je ne sais pas si tu as lu son bouquin, son autobiographie, où elle raconte un peu son combat, justement, comment elle a souffert des conséquences en fait, de ce métier, des up and down, et parce qu'elle c'est quelqu'un qui était très sensible à ça. On a fait tout un voyage ensemble à l'île Maurice où on était toutes les deux, parce qu'elle m'a emmenée avec elle en vacances. Et c'était un peu le voyage qui était sa révélation. Et on a passé des nuits entières sur la plage à se raconter nos vies et à parler de ce qu'on voyait, de ce qu'on vivait. Et je crois que c'est un des plus beaux moments de ma vie, parce que dans ma relation amicale avec elle, ça a été vraiment un moment très, très fort. Et c'est ce qui a créé, d'ailleurs, je pense, le lien qu'on a aujourd'hui, qui fait qu'il n'y a pas un mois qui passe sans qu'on se parle. Et sans vous êtes toujours copines? On est très proches. On est très liés. Et même si parfois on ne va pas se parler pendant 2 semaines, quand on se parle et quand on se voit, c'est comme si on a toujours été ensemble. On a un lien qui est immuable, qui est incompréhensible d'ailleurs pour les gens. Vous êtes restés potes tout le temps, même quand je sais pas, ça marchait, il était à fond dedans après. Ouais, puis même elle, quand elle a pris du recul, aujourd'hui elle a pris ses distances avec ce métier-là et ça change rien à notre relation. En fait, on partage d'autres choses. Les gens me disent, ouais, elle écoute, et on parle pas de ça, en fait. On parle mais il y aurait pu y avoir des problèmes d'ego, quand il y en a une qui fonctionne, l'autre pas, ça peut s'engueuler. Ouais, bien sûr, c'est vrai, ça je l'ai vu chez des artistes, c'est vrai. Non, Mélanie, elle a toujours voulu que ça fonctionne pour moi. Dans les débuts, c'est vraiment elle qui est venue me chercher et qui a dit aux gens, mais vous l'avez pas écouté, tu vois. Elle était vraiment, on faisait des rendez-vous en maison de disque. Dans sa maison de disque, où elle était signée, face à des mecs qui ne me prenaient absolument pas au sérieux. Et elle leur disait, mais vous avez rien compris, en fait. Elle leur vendait Vita, en fait, tu vois. J'ai des souvenirs comme ça, c'était magique. Et puis, quelques années plus tard, quand ça a tout pété, elle allait les voir, t'as vu? Tu vois, elle était comme ça, Mélanie. Mais du coup, non, vraiment, il n'y a jamais eu de rivalité, pas du tout. Il y a eu un moment où, quand elle a un peu pris ses distances, et moi, j'étais toujours dedans, on s'est moins vus. Et puis, la vie nous a rapprochés tellement après. Et aujourd'hui, nos enfants, on partage d'autres trucs, tu vois, nos enfants, on est une famille, en fait.
Ouais, vous parlez, et puis maintenant, elle a des enfants. Elle a ses enfants, des enfants le même âge, depuis qu'ils sont tout petits. Voilà, quoi. Maintenant, je crois qu'elle habite à l'étranger, non? C'est Ouais, ça, elle avait dit. Ouais, donc du coup, c'est moins facile de se voir. C'est moins facile de se voir, mais dès qu'elle est là, on se voit et on s'écrit, on s'appelle tout le temps. Et elle va bien? Elle va super bien, elle n'a jamais été aussi heureuse que maintenant. Après, encore une fois, je ne suis pas sa porte-parole, mais, mais les gens le voient. Elle a sorti 2 bouquins où elle en parle et vraiment, elle a trouvé la paix comme ça. Ouais. Vraiment, et je suis trop heureuse pour elle parce qu'elle avait besoin de ça, de couper, pour trouver sa paix intérieure. Et le principal, c'est qu'elle l'ait trouvée. Exactement. Est-ce que, tiens, on parlait de confession nocturne à l'époque, quand ça cartonne comme ça, toi, ça te fait vraiment découvrir la notoriété du jour au lendemain, vraiment? Ah ouais, c'est le moment où c'est d'un coup? Ouais, c'est le clip, parce que le clip cartonne, et en fait, du jour au lendemain, t'es propulsé en télé. Moi, tout à l'heure, pour répondre à ta question, j'ai pas eu le temps de te répondre. J'ai jamais fait ce métier pour être connue. C'est-à-dire que moi, ça vient d'une passion, qui est l'écriture. Je chante. On me dit, tu chantes bien. Ça part de là, de fil en aiguille, je fais des rencontres et je commence à enregistrer des chansons. Mon premier album, c'est mon journal intime. Je raconte toute ma vie. C'est des chansons. Chaque histoire, c'est mon histoire, en fait. À aucun moment, je me dis, je vais faire ça pour être connue. Bien évidemment qu'à un moment donné, j'ai envie de faire de ma passion mon métier. Donc, on me dit, OK, ça se passe comme ça. Mais je ne mesure pas le paramètre de notoriété parce que je n'ai pas fait ça pour ça. Et Mélanie, elle partageait ce truc-là avec moi. Slimane aussi. On a fait ça parce qu'on était passionnés. Et puis, d'un coup, ça marche. Tu te retrouves propulsé sur le devant de la scène. La télé, c'est un phénomène qui fait surtout que les gens te voient. À l'époque, avec la télé. Avec la télé, les clips, ouais. Les clips, c'était vraiment une vitrine. Tu es propulsé en télé. Du jour au lendemain, les gens, tu les croises dans la rue, eux, ils ont le sentiment qu'ils te connaissent, parce qu'ils te voient tous les jours. Donc, moi, je faisais mes courses normales, je sortais comme ça, comme je suis, et c'était le moment de confession nocturne, où le morceau cartonne, toutes les nanas le mettent à fond dans les voitures et tout. Je me rappelle qu'un jour, j'étais aux Galeries Lafayette, et il y a des mecs, une bande de mecs qui m'arrêtent et tout, agressifs, tu vois, qui me disent c'est toi qui as écrit confession nocturne et tout. Mais c'est quoi ce truc des répondeurs? Il commence, le mec, à m'agresser parce qu'en fait, sa meuf avait infiltré son répondeur et tout. Et le mec commence vraiment, tu vois, énervé et tout. Et moi, je rigole au début, genre. Et je vois qu'en fait, il s'est passé un truc, tu vois. Je vois que, bon, voilà, quoi. Le mec, il parle à vite, en fait, là. Il est pas en train de me dire, elle est trop bien. Genre, ça part un peu en live. Les gens s'arrêtent. Parce que pour expliquer le morceau, pour ceux qui ne l'ont pas entendu à l'époque, c'était en fait une histoire d'infidélité. Oui, où j'ai infiltré le répondeur de mon mec et où je suis tombée sur. C'était mon histoire. Donc il te reproche ça parce que sa femme a fait pareil en écoutant. Elle a écouté son répondeur et donc il commence un peu à m'agresser devant tout le monde et tout. Et donc, bon, quand ça se termine plutôt bien au final, je rentre chez moi, je suis traumatisée. Je me dis, ça y est, je sors plus, je vais plus dans les magasins. Et moi, je suis quelqu'un de très sauvage, très discrète. Je suis pas quelqu'un de people, je suis pas quelqu'un qui sort. Je vais jamais en soirée. Et à ce moment-là, je me suis renfermée au moment de la fleur de toi, parce que mon album sort. Il fait record des ventes 2007. C'est un espèce de phénomène. Et du jour au lendemain, ben oui, je me retrouve, voilà quoi, propulsée comme ça sur le devant de la scène. Et les gens sont super touchants, et les gens sont adorables. Mais tu te prends un espèce d'élan d'amour et des moments quand tu rentres chez toi, tu es toute seule. C'est l'ascenseur émotionnel, moi, que j'ai très mal vécu. Je n'étais pas préparée, en fait, à ça. Et puis, je vivais à Paris, j'étais toute seule. À Paris, j'avais personne. Quand Mélanie n'était pas là, j'étais toute seule. Donc, je rentrais à Lyon tous les vendredis soirs. Je prenais ma voiture et je rentrais à Lyon passer mon week-end. Parce que je vivais trop mal les up and down, les waouh. Et tu rentres chez toi, tu es tout seul. Et t'es là, tu manges ta petite soupe et tout devant la télé. Et tu sors dans la rue, les gens te disent. C'est très bizarre à vivre quand t'as 20 ans. En fait, il faut que tu aies une vraie vie stable à côté, sinon exactement. Et jusqu'à ce que je rencontre mon mari et que j'ai des enfants, je pense que, c'est pour ça que je te dis, mes enfants, bon, ça m'a soignée. Je pense que tu vis un truc un peu fou, où en fait, il n'y a que ta carrière, toi, tes trucs, tes petits trucs. C'est pas ça la vraie vie. Et après, quand tu construis ta famille, ça remet chaque chose à sa place. Après, tu vas faire ton premier album qui s'appelle La Fleur de Toi. C'est à partir de ce suite-là, tu peux négocier avec les maisons de disques, on te prend au sérieux dans le métier d'un coup. À partir de Confession Nocturne, en fait, toutes les maisons de disques qui nous ont tourné le dos nous rappellent en disant, alors qu'ils avaient déjà écouté tous les maquettes qui existaient de l'album La Fleur de Toi. On veut écouter Vita, ils se font la guerre entre les négos qui montent, ils écoutent les mêmes chansons et là, ils crient au génie, waouh, là, une plume de. Alors que tous, ils ont dit. Ouais, ça parle à qui, on va retournement de chemise, quoi. Complètement. Et là, tu comprends que c'est un métier un peu d'opportunisme et de timing, tu vois. Et d'alignement de planète. Ouais, aussi, bien sûr, de timing. C'est pour ça que moi, je travaille avec plein de nouveaux artistes et je leur dis, vous savez, il y a un timing, il faut être patient. C'est un métier, il faut être patient parce qu'il y a des déclics, il y a des moments, il y a un titre qui prend, il y a un truc et ça se débloque. Mais à la fois, je me rends compte que les gens ont quand même beaucoup un double discours, tu vois. Et c'est pas grave, j'ai patienté à ce moment-là et puis quand l'album va sortir, voilà, ça va mettre un peu tout le monde d'accord. Mais c'est vrai que pendant des années,
on nous a fermé les portes pour les mêmes raisons qui sont les raisons pour lesquelles ils nous ont rappelés après. Donc tu te dis, bon, ok, ils sont comme ça, tu vois. Ça te fait rire quand tu disais, les commentaires, ça t'insupporte et tout, juste titre, quand les gens sont méchants pour rien. Les parodies qu'il y a eu, c'était Mauvaise foi nocturne, etc. Ouais. Ça te fait marrer ou ça Mauvaise foi nocturne, c'était énorme, vraiment. D'ailleurs, j'ai voulu l'évoquer aussi dans mon docu. Je suis très pote avec Michael Youn. À l'époque, en plus, c'est tellement bien fait. Et puis, quand t'es parodiable, c'est que quand même, t'as un gros hit, tu vois. À l'époque, c'est que ça marche, quelque chose qui est parodie, c'est quelque chose qui a marché. C'est quelque chose qui est déjà très fort. À l'époque, il va quand même jusqu'à appeler le réal du clip de Confession Nocturne. Ils reprennent le même décor pour refaire le même clip. Il prend Pascal Obispo pour faire ma voix, enfin pour faire Vito. Ils reprennent ma mélodie, ma compo, mon truc. Et la parodie devient énorme. Ça prolonge le succès de la chanson aussi, tu vois, la parodie. Ça refait monter les vues. Ça refait monter les vues. Moi, c'est ma chanson, c'est moi qui l'ai écrite. En vérité, au fond, c'est une fierté. Et franchement, j'ai été morte de rire quand tu vois comment ils l'ont fait, tu vois. Jams, c'était tellement drôle, le couplet de Michael et tout. Et ils l'ont bien fait quand même, même le son, comment ils l'ont réécrit. Donc oui, moi, je suis très bon public. C'est un succès direct, là, l'album. Il marche fort. C'est un énorme succès, l'album. Je m'y attendais pas. Et je me souviens d'ailleurs que le jour où on a les chiffres de la première semaine de sortie, j'étais avec Jams en tournée. Et elle est tombée dans la trappe sur scène parce qu'elle reçoit le top album. Et elle sortait de scène par une trappe, tu vois. Et donc la trappe était baissée. Le régisseur plateau, il dit attention, la trappe est baissée. Et moi, j'avais coupé mon téléphone toute la semaine tellement j'étais angoissée. C'était ma première sortie d'album. Je savais pas comment tu vis ça. Tout le monde me disait ouais, tu vas avoir. T'as une pression énorme, tout le monde te parle de ça. Moi, je voulais pas être stressée, j'étais en tournée, j'ai dit ok, je m'en fous. Et elle, c'était ma productrice, puisqu'elle était à la tête du label Motin France. Elle reçoit le top. Et donc, on a fait plus de 60 000 ventes la première semaine, ce qui est énorme pour une artiste en développement, ce qui était mon cas. Et là, elle court, elle crie en fait sur le plateau, et elle tombe et on n'entend pas, plus de son, plus d'image. Et elle devait monter le soir sur scène. Elle s'est quand même cassé un os du poignet. Elle a dû monter sur scène le soir. Elle s'est fracassée en sortant de la scène. À cause de ça, tu vois. C'était tellement drôle. Enfin, c'était drôle. C'était pas drôle, nous, quand on prend la vue dans la trappe. On a dit, ça va. Mais c'était de dire comment on était choqués, en fait, de cette sortie. Et oui, ça a été le point de démarrage de ma carrière. C'est parti tout de suite en espèce de... Ouais, c'est un phénomène, quoi. Tu parlais d'être une femme dans le milieu. Dans l'album, tu dis une femme dans un milieu d'obsédés soit belle pour vendre des CD. Ouais. Tu vois, tu disais que c'était plus dur d'être une femme aujourd'hui même. Oui, parce qu'à cette époque, on démarche un peu toutes les maisons de disques, on nous a tout sorti, sauf ce que j'avais envie d'entendre. Moi, je racontais mes histoires. Mon album, c'était comme un journal intime. Et je suis face à des mecs de maisons de disques qui disent... Ah, elle est belle, elle est grande, elle est comme ça. On va te mettre avec des danseuses. Ce serait bien que tu fasses des chorés. Il y en a un qui m'a dit, ce serait bien que tu te mettes avec un rappeur. On fait un petit buzz pendant quelques... Et je me dis, mais... t'as eu des trucs comme ça? Tu vois, des rendez-vous chez les plus grandes majors de Paris qui te disent ça. Alors que je viens avec un album et des maquettes. Et je me dis, c'est une blague, tu vois. Et on me visualise dans toutes les cases, sauf celle où j'ai envie d'être, parce qu'elle n'existait pas. Moi, j'avais envie de faire de la musique qui raconte ma vie. C'était des textes que je racontais. J'étais auteur, je voulais mettre ça en avant. Et en fait, eux te voient comme une bimbo écervelée, et ça les intéresse pas de savoir que tu es auteur et de mettre l'accent sur ça. Est-ce que tu es musicienne? Est-ce que tu composes? Ils s'en foutent. Et donc, c'est ce que je raconte dans Charlotte, qui est l'intro de mon dernier album, où je dis, ouais, une femme dans un milieu d'obsédés, t'as le sentiment qu'en fait, eux, ils se disent, ça va passer par la plastique, tu vois. Et j'ai eu le sentiment à ce moment-là que d'être une femme, c'était pas un plus, c'était un frein. Parce que si j'étais un mec, peut-être qu'on aurait crié au génie, alors que non. Tu vois. À l'époque, c'était une mode, il y avait des animateurs télé qui se faisaient sûrement de se mettre en couple avec des chanteuses, des machins, des trucs, ouais, je me rappelle. Vrai. Oh là là. Les années 2000, c'est vrai. Tu m'as rappelé Et d'ailleurs, en couverture, un tel qui était d'ailleurs parfois pas intéressé par les femmes et qui était en couple avec une femme, tu sais, pour une photo, tu sais, c'était... Bon. C'était une vraie période. Bon, moi, je suis jamais tombée là-dedans. C'était pour faire parler, parfois aussi. Ouais, c'était vraiment l'air aussi people, paparazzi, paparazzade et tout. Moi, après, j'ai toujours eu le sentiment que quand tu veux pas être dans cette presse, tu y es pas forcément. J'ai dit, Dieu merci, moi, j'ai réussi à éviter ce truc-là. Mais c'est vrai que les années 2000, c'était vraiment un peu comme ça, sulfureux. Et je voulais absolument pas basculer là-dedans. Et c'était pas facile. Donc, ouais, j'ai eu le sentiment à ce moment-là que c'était pas un atout d'être une femme, alors que je pensais que ce serait pas un frein. Et ensuite, pour avoir une crédibilité dans ce métier, quand tu es chanteuse, à l'époque des années 2000, chanteuse à voix, comme ils aiment dire, c'est une case.
qui, 10 ans plus tard, ne fonctionne plus. Ça, je le raconte aussi dans mon docu. Autour des années 2010, on ne veut plus de filles en radio, on ne veut plus de chanteuses en radio. C'est-à-dire que les mecs des plus grosses radios de France te jettent les projets à tes attachés de presse en disant « Franchement, nous, les voiles de chanteuses, ça ne teste plus. » Tu sais, ils font des tests. Tu as fait de la radio toute ta vie. Et on te dit, il y a une ère... Ça n'intéresse plus. Ça ne marche plus. Les gens ne veulent plus entendre de chanteuses. Il y a eu une ère, vraiment, autour des années 2000, entre 2010 et 2015, où il y avait énormément d'artistes masculins en radio, c'était que des mecs, tu vois. Et les filles de ma génération, c'était le néant, c'était tellement dur pour nous. D'ailleurs, qui est resté encore aujourd'hui ? Des filles de ma génération. Et moi, ça me désole de dire ça. C'est-à-dire que moi, il y a plein de nanas, d'artistes que j'admire et que j'aime et que j'ai écouté et que j'écoute encore, qui devraient faire partie encore du paysage musical. Mais tu penses à qui quand tu dis... Je pense à Leslie, par exemple, qui fait un retour que j'adore, tu vois. Je pense à Zao, qui est une fille que j'adore et qui, pour moi, devrait être encore plus présente sur le paysage musical actuel. Je pense à plein de chanteuses comme ça. Je pense à Wallen, qui est une artiste que j'ai énormément écoutée, moi, que j'adore. Ça, c'était des rêves, tu vois. Pour moi, c'est des filles, en tout cas, que j'ai écoutées, que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, on n'est pas nombreuses, en fait, à être présentes et à se bagarrer parce que c'est très dur et parce que tu as le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup de place et qu'il faut aller enfoncer les portes tout le temps. Et la radio, ça a été un monde, mais tellement dur pour les chanteuses dans cette période-là. Si tu passais pas la radio, tu étais foutu. En fait, un projet, il a beau être incroyable, si les gens ne savent pas que ton projet il est incroyable, ça veut dire que s'ils ne t'entendent pas et s'ils ne te voient pas, tu peux faire tout ce que tu veux, mais les gens vont pas acheter ton projet et tu vas pas aller en tournée. Ça commence, comment tu fais ? C'est une économie quand même. C'est un business. Et comment tu fais ? Tu peux pas avancer. Donc, ça doit passer par les médias. Et les médias, si t'aimes pas, ton projet il reste dans un tiroir. Et c'est à ce moment-là que nous, on a décidé de monter notre label Indifférence Prod avec mon mari et mon associé parce qu'on en avait marre d'être mal travaillé aussi par les maisons de disques. Ton mari, tu vas te mettre en couple, tu vas te marier avec... il s'appelle Hicham. C'est encore en 2010 ? Ouais, on s'est rencontrés en 2009. 2009 Ouais. 2009, c'est ton second album qui s'appelle Celle que je vois. Ouais, qui a moins marché. Qui a moins marché. Ouais, beaucoup moins. C'est ce que tu disais, c'est une carrière en dents de scie, mais comme tous Bien les sûr. artistes en vrai qu'on reçoit. Tous Il y a les des films qui marchent, des films qui marchent plus, des films qui remarchent. Et le but, c'est de s'accrocher, de continuer, d'aller toujours... Une carrière, c'est ça, en fait. C'est de construire dans le temps quelque chose qui dure. Il n'y a pas un artiste qui n'a pas connu un flop dans sa vie. Encore plus quand tu connais un grand succès, quand tu sors d'1 million, c'est très rare derrière de vendre autant. Voire, ça n'arrive jamais. Et forcément, oui, tu construis. J'ai eu des albums qui ont beaucoup marché, des albums qui ont beaucoup moins marché. Et c'est dur, en fait, à ce moment-là. Surtout quand moi, à ce moment-là, dans ma vie, je suis seule. J'ai pas encore rencontré mon mari. J'ai que ça. Et quand t'as que ça, tout est dramatique. C'est-à-dire que tu pleures. Ça veut dire que c'est ton monde qui s'effondre. Exactement. Alors que par la suite, j'ai vécu d'autres moments difficiles dans ma vie. Et quand t'as ta famille et que tu relativises, en fait. Tu te dis, c'est ta passion, c'est ton métier, ok. Mais on sauve pas des vies, tu vois. Tu vas pas mourir, en fait. On va reconstruire. Et j'ai reconstruit, moi, pendant des années. Parce que quand j'ai rencontré mon mari, j'ai eu le sentiment que j'avais besoin de faire un break. Je suis tombée enceinte de mon premier. Ah ouais. J'ai fait un break de 4 ans qu'on m'a beaucoup fait payer dans ce métier. Je parle des médias, surtout beaucoup, parce que quand tu disparais, justement, derrière ça, faut revenir. Et quand à ce moment-là, on n'a plus envie de t'entendre en radio ou en télé, il faut se bagarrer. Et je l'ai vécu, cette remontada, comme on dit. Tu fais une pause parce que tu rencontres l'amour, tu te dis tiens, en fait c'est ça qui m'intéresse. Et après, ouais, tu as envie de revenir. Moi, je voulais me marier très jeune. J'avais pas rencontré. J'ai enchaîné des relations toxiques et je l'ai beaucoup raconté dans mes albums. C'est un peu le succès de mes plus grandes chansons. Ça a touché beaucoup de filles parce que je crois qu'on est un peu toutes comme ça à une période où on se cherche. Et puis après, j'ai compris que le bonheur, il se construisait avec des gens solides et des gens qui te tirent vers le haut, pas quelqu'un qui t'enfonce. J'ai rencontré mon mari, ça a été un coup de foudre. On s'est mariés très vite et je suis tombée enceinte, moins d'1 an après. Et j'ai eu vraiment besoin de breaker. Et après, ça a décuplé mon inspiration. C'est-à-dire, à l'inverse, quand j'étais enceinte, j'ai eu envie d'écrire tout le temps. Et j'ai repris ma plume et j'ai écrit. Et là, j'ai préparé le retour. Mais on a mis au moins 2 ans ou 3 ans avant d'envoyer le 3e album. Ouais. La même année, tu vas faire la première partie de 3 concerts de Rihanna. Ouais. C'est vraiment... Tu as une carrière qui est dure, qui est assez folle. Tu sais, tu as quand même des énormes succès. Puis après, tu dis un échec, mais en même temps, tu vas faire le concert de Rihanna l'année d'après. Alors, on m'appelle faire les premières parties de Rihanna. Moi, je trouvais ça fort. Je trouvais ça beau. J'ai pas eu l'occasion de discuter avec elle parce que c'est des Américains, tu les croises au loin, mais le public m'a fait un accueil de fou. C'était 3 stades et franchement, c'était une folie. Et les premières parties, je trouve que c'est un exercice fabuleux parce que les gens sont pas là pour toi et si tu arrives à les choper, tu te dis c'est fort la scène. Et moi, j'ai toujours aimé. J'en ai fait beaucoup de premières parties avant que ça marche.
Et je trouve que c'est un super exercice, ouais. Fait quoi ton mari dans la vie? Tu dis que tu l'as rencontré en 2010. Ouais, il n'avait rien à voir avec ce milieu. Mon mari, c'est quelqu'un qui vient du textile. C'est quelqu'un qui a appris ce métier, qui faisait les marchés avec son père. Donc, qui est un vrai commercial dans l'âme, de base. Qui a vraiment une éducation à la dure. Qui travaillait à 7 ans avec son père. Et son père lui faisait gagner des sous comme ça et les levait à 4 heures du matin. Et donc, il a eu cette éducation à la dure, cette éducation de l'ambition, de la réussite. Lui, c'est vraiment un ambitieux. En fait, on est très différents. Et quand on se rencontre, il fait pas du tout... il en a strictement rien à foutre de la musique, tu vois, c'est pas son milieu. Et il me voit pendant des années me faire un peu balader par les maisons de disques, alors qu'il me dit « Mais je comprends pas, tu fais tout, t'écris, tu composes, t'écris tes clips. Et pourquoi, au final, tu prends si peu ?» Parce que lui, il voit la vision business du truc, parce que c'est un businessman. Mais je lui dis, bah écoute, moi les chiffres, ça m'intéresse pas. Il me dit, mais tu peux pas dire ça, c'est pas possible. Tu dois être productrice aujourd'hui. Pourquoi t'es pas productrice? C'est lui tout de suite qui me donne cette vision du business que je n'ai pas. Et de fil en aiguille, sans que je lui demande, naturellement, il a commencé à se mêler de ça. Et on a rencontré Saïd Boussif, qui est mon associé et mon manager. Et tous les trois, on décide de monter notre label, de récupérer mon contrat, et on devient producteur on devient producteur. Jusqu'à aujourd'hui, il travaille avec toi? Alors aujourd'hui, on travaille tous ensemble. Aujourd'hui, c'est lui, bien sûr, c'est le business management, c'est lui, la stratégie, c'est lui, les idées, c'est lui, le cerveau, c'est lui, l'artistique, c'est moi. Et ça m'a permis, moi, de me libérer de ce poids qu'est le business de la musique, parce que c'est très dur, et de me concentrer 100% sur l'artistique, sur d'autres artistes aussi que j'ai envie de produire et d'aider. Et ouais, c'est comme ça qu'on a compartimenté. Il parle dans ton documentaire, qui est dispo il était sur TF1, il était dispo sur TF1+, là. Je m'appelle Charlotte, hein, c'est le nom, avec ton dernier album qui s'appelle Charlotte aussi. Et la tournée, je vous mettrai d'ailleurs toutes les dates, si vous les retrouvez, je vous mettrai tout ça dans la description de la vidéo, si vous allez sur YouTube, je vous mettrai le lien. Et si vous nous écoutez en podcast audio sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast, déjà merci de faire des gens de premier podcast de France. Et je vous mets dans la description donc, tous les liens si vous voulez retrouver tout ça. Que ce soit l'album, la tournée avec les dates, le site internet et le docu aussi. Il parle jamais, ton mari, non? Jamais, c'est la première fois qu'il aime pas ça? Il déteste ça. C'est un homme de l'ombre. Moi, je pense que c'est ça qui fait que je suis tombée amoureuse de lui. J'aurais jamais pu être avec quelqu'un qui fait ce métier ou qui est dans la lumière. Lui, c'est vraiment quelqu'un, il parle pas beaucoup, mais quand il parle, il a un vrai truc à dire. Et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui dort pas beaucoup. Et il déteste se montrer, il déteste prendre la parole publiquement. Quand je produis ce documentaire, pendant 3 ans, on travaille dessus, je voulais raconter vraiment toute l'histoire. Je voulais montrer aux gens la femme qui est derrière l'artiste, tout ce que les gens ne voient pas, parce que les gens s'arrêtent à cette carapace de chanteuse, à cette carapace esthétique où ils te voient en télé, ils te voient, tu chantes bien, ou tu es comme... Bon, les gens ne voient pas que derrière, il y a une maman, il y a une femme qui est remplie de complexes, qui est rongée par le doute, par la culpabilité, par 1 million de trucs, comme toutes les femmes, en fait. Et c'est ça que j'ai voulu montrer dans ce docu. Et à un moment donné, je raconte toute l'histoire avec les échecs, tu vois, ce dont on parle. Et je dis à mon mari, ça ne peut pas se faire sans toi, c'est toi qui dois raconter ce truc-là, parce que c'est lui qui a le courage, l'ambition de récupérer mon contrat et de me dire, mais en fait, on va le faire nous. Et je ne l'aurais jamais fait sans lui, vraiment. Comment vous arrivez à gérer un couple avec ce métier? Franchement, au quotidien, on n'est jamais ensemble la journée. C'est-à-dire que sur le terrain, il n'est pas avec moi. Moi, en studio, il vient jamais avec moi en studio. Il va jamais venir avec moi sur un tournage. Il va jamais venir avec moi sur un plateau radio. Il va être au bureau, lui, toute la journée. En revanche, quand on est en tournée, on est ensemble, parce qu'on est producteur. Non, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens, c'est des métiers où tu es très sollicité, très... Il y a plein de mecs qui peuvent t'écrire. Tu vois, c'est quand tu es exposé, c'est difficile. C'est marrant, ça n'a jamais été un problème. Je pense qu'on a une confiance tellement forte, sans langue de bois, ça n'a jamais été un sujet de dispute. Jamais. Et même, par exemple, si je vais faire dans des collaborations avec des artistes masculins ou quoi, jamais ça n'a été un sujet. Je pense parce qu'on a la même vision du couple, avec les mêmes valeurs. Et c'est pour ça qu'on s'est mariés rapidement, parce que je pense qu'à ce moment-là, quand on s'est connus, tout de suite, en fait, ça a matché, on avait les mêmes objectifs. Donc, j'ai des limites, il a les mêmes que moi. De mon côté comme du sien, on n'a jamais eu de sujet à ce niveau-là. Non, ce qui est difficile pour moi, c'est que, je sais pas, peut-être tu travailles peut-être pas avec ta femme, mais quand tu travailles avec ton binôme, ton partenaire, ça veut dire que même si nous, dans le quotidien, on n'est pas ensemble toute la journée, mais foncièrement, quand on se retrouve, on n'est jamais d'accord sur la moitié des choses. Donc, il y a des engueulades, mais monumentales, parce qu'on est comme ça même dans le quotidien. Et d'ailleurs, je l'ai montré dans le docu, parce que je voulais que les gens voient mon quotidien. Je suis entourée d'une équipe, ils sont hardcore. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord, ça va hurler pendant 45 minutes, ils ne vont pas me laisser, je vais me bagarrer jusqu'au bout. Et je travaille qu'avec des mecs.
Mais à la fois, je pense que c'est une force de travailler avec des gens comme ça qui ne sont pas là pour te dire t'es génial, ils sont là pour te dire ouais, ça c'était claqué en fait, il faut faire mieux que ça, ce concert-là c'était bien, ça c'était bof. Et du coup, ce qui est dur, c'est quand tu rentres à la maison, à un moment donné, de mettre le taf de côté et de repasser en mode couple. Ça, c'est difficile. Mais avec le temps et les années, on a réussi à le faire. Ah, c'est chaud. Ça, c'est dur, ouais. Vous allez avoir Liam, Adam et Noah. Ouais. Donc, c'est 3 ans plus tard, c'est ça, les 2 premiers? Ouais, Noah, 7 ans plus tard. Ouais. 10 ans plus tard, la dernière. 10 ans après, la première. 10 ans. Ça a été un vrai sacrifice d'attendre pour ma fille. J'avais pas le choix. On était en tournée avec Slimane et on était engagés sur une tournée énorme de plus de 100 dates. Et il y a eu le Covid qui tombe, qui fait qu'on ferme les salles, qu'on peut pas continuer la tournée. On est en stand-by. On sait pas quand on va reprendre. Et moi, à ce moment-là, j'ai 38 ans et je rêve déjà depuis des années d'agrandir ma famille. Et je peux pas tomber enceinte parce que j'ai un contrat. Et j'attends. Et j'en pleurais, hein, vraiment. Et Slimane va me dire... En fait, ma sœur, tu peux pas être mettre dans cet état. Elle m'a dit, regarde, on va faire une pause dans la tournée. Quand on va reprendre, on va mettre un trou de 6 mois dans la tournée. Tu te débrouilles, t'as 6 mois, ça soit... on tombe enceinte. C'est ça qui s'est passé. Et Dieu merci, je suis tombée enceinte. Ma fille, je l'ai emmenée avec moi en tournée. T'as les calendriers pour savoir quand il faut faire pour tomber enceinte? C'était un enfer, j'avais 3 mois. Franchement, je n'en ai jamais parlé, mais c'était un enfer. Puis j'avais 38 ans. À 38 ans, je tombe pas enceinte comme à 20 ans, tu vois. Bien sûr, il y a des calendriers sur des applications qui te disent la journée. J'avais toutes les applis, je les avais toutes. Et j'étais trop contente. En vérité, il ne faut pas se focus non plus. Tu vois, tu tombes enceinte, tu es contente, tu as 38 ans. C'était un cadeau, tu vois. Ma fille, c'était un cadeau. Je tombais enceinte, j'étais sur scène. 38 ans, ça va, non? À 38 ans, il y a des femmes, c'est dur. Moi, je m'étais dit, ça se trouve, je ne vais pas y arriver. Et puis, j'étais sur scène tous les soirs, jusqu'à 6 mois de grossesse. Je cachais mon ventre. Dans ma tenue, je mettais 3 gaines. J'étais essoufflée. Maintenant, on avait une scène avec des escaliers et tout. C'était dur, tu vois. Mais je voulais être enceinte à ce moment-là. Et nous, les femmes, on est capables. Mais je l'ai vécu comme un cadeau. Je vais te donner des choses de l'éducation d'aujourd'hui. Tu vas nous donner ton avis. Oh là là. Là, on va parler d'éducation, parce qu'après, ils arrivent, il faut les éduquer. Je vais aller dans des polémiques. Tu vas me dire si toi, t'es plutôt comme ça ou pas, ou ce que t'en penses. Et c'est ton opinion, et chacun a ses opinions. Ouais, chacun ne juge pas. On dit la vérité du mieux ou pas qu'il peut. Bah ouais. Attends, non mais moi, j'ai pris des fessées, j'ai pris des claques. J'ai pris 3 claques dans ma vie, je m'en rappelle. Moi, j'ai pris beaucoup et ça m'a fait du bien. Mais j'ai pris beaucoup de fessées et je l'ai très bien vécu. Pas sur le coup. Enfin, ça m'a fait exactement. En fait, ça te vexe. Ah ouais. Moi, j'avais mal parlé à ma mère quand j'étais jeune ado. Elle m'a mis une claque. Et ben, ça m'a calmé. Et je me suis dit, j'ai dépassé les bornes. Et puis maintenant, j'y repense. Et raison. Ouais, moi, franchement, je regrette. Moi, quand je disais tout à l'heure que mon père a été dur, moi, je me suis pris beaucoup de baffes. Hein. Ouais. Et... Après, il ne faut pas abuser. Il y a la limite. Oui, toujours... et on ne peut pas du tout parler de violence. Qu'on ne commence pas à dire, ouais, son père, il la battait. Mais absolument pas. En fait, mon père, il m'en mettait une quand j'en avais besoin. Je répondais vraiment beaucoup. J'étais insolente. À un moment donné, un enfant, il répond pas. Alors, je pense qu'on peut y arriver peut-être sans ça. Est-ce que tu laisses tes enfants pleurer? Complètement. Il y a 2 écoles. Il y a ceux qui ferment la porte et qui mettent un casque avec de la musique. Non, je vais pas jusqu'à mettre un casque. Moi, j'ai un mari, lui, les pleurs des enfants. Des fois, je lui dis, mais toi, t'as un problème. Tu dois être... C'est un psychopathe. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Et mon mari, il faut savoir qu'il avait 2 enfants quand je l'ai connu. Donc, il avait une expérience que j'avais pas. Il m'a sauvée dans l'éducation des enfants. Lui, il est comme ça avec les enfants. C'est vraiment l'éducation... militaire, quoi. Ouais, il n'y a pas, en fait. Un enfant, il pleure, il va pas mourir, il va pleurer, il va s'arrêter. Et il m'a tout de suite appris avec les enfants, tu les laisses pleurer. Et franchement, tous mes enfants, ils ont fait leur nuit à 2 mois et demi. On les laisse pleurer. Et moi, pour mon premier Liam, c'était très, très dur. C'était mon premier. Quand on est passé, j'ai arrêté l'allaitement. On était dans une maison en vacances à Marrakech, qui était une grande maison de loc et tout. Il le prenait, il allait dans une autre pièce, que c'était dur pour moi de l'entendre pleurer. Mais mon premier, j'y arrivais pas. Et il le réglait comme ça la nuit. Et il a fait ça pendant 1 semaine. Ensuite, il l'a réglé. Et donc, je l'ai laissé, parce qu'au début, il me disait, tu me laisses faire, en fait. Et s'il n'avait pas été là, moi, je pense, j'aurais fait toutes les erreurs, tous les pièges, je serais tombée dedans. Moi, j'étais trop un cœur d'artichaut. Il fermait la porte et lui, ça lui... Il partait dans une autre pièce de très loin. Ça, t'entendais rien? Ah, mais lui, il s'en foutait. Il jouait aux cartes comme ça. Il me disait, c'est mon fils, je vais le régler, tu me laisses faire. Et l'enfant, il a arrêté de pleurer au bout de 20 minutes. Et puis ça y est, c'est réglé. Hein. Putain. Faut prendre sur ça, c'est dur. Hein. Mettre son enfant devant un écran pour être tranquille, ça... Alors, bien sûr, c'est le piège. Ça veut dire que c'est très dur. Là, par exemple, ma fille, j'ai tenu le coup. Elle a plus de 2 ans. Et mes enfants, j'avais déjà craqué avant. J'ai pas craqué avec elle. Elle est très libre, elle est très différente. Mais, je vais pas mentir, mes enfants, c'est des geeks, les grands, c'est des ados, ils jouent à la play, ils sont bouffés par ça. J'essaye de mettre des temps d'écran. Je les punis, des fois, pendant 15 jours, j'enlève tous les écrans, je kiffe chez moi, et je vois qu'ils font plein d'autres choses, et je me dis, punaise, il faut que je leur enlève tout le temps. Mais c'est leur génération, en fait. J'arrive pas à les... C'est le monde actuel, même. C'est très dur. Pour moi, même, je me rends compte, il n'y a pas d'enfant, en fait, à l'école qui n'a pas de téléphone à 14 ans. Il n'y en a pas, tu vois. Il faut essayer de retarder au maximum. En fait, il faut mettre un cadre. Il faut réussir à donner et enlever quand tu veux. Si tu les laisses tout le temps, c'est mort.
Amener son enfant ou pas dans un fast-food, dans un McDo ou quoi, pour leur faire plaisir? Ouais, de temps en temps. Ah ouais. De temps en temps. Tu cèdes au caprice ou pas? Est-ce que tu craques? Je dis la vérité ou pas? Je voudrais ne pas céder. En fait, des fois, la fatigue, je rentre de tournée, franchement. Ça veut dire 3 fois, je dis non, la 4e fois, bon, vas-y, 5 minutes. Allez. J'essaye de pas... Mais pas pour rien. Franchement, je suis pas une maman... Mais j'essaye de tenir quand même. Est-ce que tu laisses ton enfant faire des erreurs? Alors ça, c'est des débats sur l'éducation pour qu'ils comprennent. Genre tomber à vélo. Tu sais, il y en a qui font exprès. Tu tombes, ils ne se font pas très mal. Ouais, moi, je suis pas du tout... Ils comprennent et ils remontent. Je suis pas du tout... parce que je suis en débat avec plein de copines. Moi, je suis pas du tout une maman poule, genre, quand l'enfant, elle apprend à marcher, à le suivre. Moi, mes enfants, je leur ai appris à monter les escaliers super tôt. Je suis pour, en fait, à les rendre autonomes le plus vite possible. D'ailleurs, mes enfants, ils ont tous été en Montessori petits. Je trouve que ça développe l'autonomie, mais c'est fabuleux. Et je suis pas du tout une mère. Attention, ou quand tu peux pas avoir une discussion avec une maman, j'ai des copines qui sont comme ça. En fait, quand leur enfant il est dans la pièce, elles sont. Je suis pas comme ça. Moi, franchement, je suis pour que tu tombes, tu te relèves, ça y est, tu pleures. T'as une cheminée chez toi? Ouais, c'est moi qui fais le feu. Ouais, ça c'est dangereux. Ouais, non, je lui explique. Attention, la casserole. Attention. Ouais. Elle va toucher une fois. Une fois, elle s'est brûlée sur la plaque. Je lui ai dit, tu vois, t'as mis ta main. Elle l'a plus jamais retouché. Elle est très intelligente, ma fille. Les filles, c'est malin, ça va vite. Si tu vas brûler, elle se brûlera plus. Dans les débats sur l'éducation, un des plus gros trucs en ce moment, c'est exposer son enfant ou non sur les réseaux sociaux. Ouais, alors moi, je les ai toujours cachés. Et bizarrement, dans mon docu, on les voit. Tu vois, c'est un peu un paradoxe. Bon, mon docu, il y a déjà 3 ans, ils ont déjà changé. On les voit un petit peu, on les voit subtilement, mais on les voit un peu. Au début, je voulais les flouter partout. Sur les réseaux, je les floute tout le temps. Pourquoi? Parce que, oui, les dérives, en fait, sur les réseaux, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, avec l'IA, etc. Donc, j'ai toujours essayé de les préserver un maximum. Je ne ferai jamais un compte pour mes enfants. J'interdis à mes enfants d'avoir des comptes publics. Ça, c'est impossible. Parce que je suis déjà connue et pour moi, ils n'ont pas à payer d'être les enfants de quelqu'un de connu. Donc, je les protège au maximum. Après, il arrive parfois qu'on les voit passer, mais je refuse de les exposer. Ouais. Les fessées, qu'est-ce que t'en penses? Alors ça, c'est le plus gros débat. Moi, franchement, j'ai été à l'école des fessées. Ça ne veut pas dire que je tape mes enfants, pas du tout. Il faut pas en mettre n'importe. Non, bien sûr. Mais ça m'est arrivé. Bon, moi, ils sont morts de rire quand ça ne marche pas du tout. Très honnêtement, ils sont morts de rire. Mais, moi, je suis pas du tout anti-fessée et tout. Quand il faut, en fait. Il n'y a pas. Est-ce qu'une fois, t'as regretté d'avoir fait ce métier vis-à-vis de tes enfants? Écoute, non, pas pour l'instant. Je leur explique beaucoup de choses. Bon, mon fils est très grand maintenant, il connaît tout. Ils me posent plein de questions. Moi, je suis vraiment dans une éducation où je leur explique tout. Donc, s'ils m'ont posé parfois des questions, mais en fait, il n'y a rien que je n'assume pas dans ce que j'ai fait. J'ai toujours été quand même très en adéquation avec mes valeurs, avec qui je suis. J'ai jamais fait des choses dont j'ai honte. Même si. Mais je disais, à l'école, est-ce qu'il y en a qui. Par contre, ouais, j'ai vécu des moments difficiles avec mon fils quand il est rentré au collège, c'est vrai, maintenant qu'on en reparle. Et où sa première année de collège, l'intégration a été difficile parce qu'ils ont compris que j'étais sa mère et qu'ils lui ont un peu fait payer. Et je suis allée à l'école, moi, je suis allée attraper les gamins et les parents. Et ça a calmé tout le monde. Et le lendemain, tout le monde s'est calmé. Et après, il m'a dit, maman, merci depuis. Et ça m'a fait de la peine parce que j'ai senti qu'il y avait comme un espèce de, pas de l'inverse d'un traitement de faveur, mais je sentais qu'il le pointait un peu du doigt. Ah, sa mère, c'est Vita. Et en fait, je suis allée attraper les gamins, les parents. J'aurais dit, chez nous, tout le monde est pareil. Je dis, moi, en fait, on parle pas de la mère des gens. Donc, je suis tombée sur l'enfant en question et son père, qui était très gentil, mais qui n'était pas au courant. Et je lui ai expliqué, en fait, c'est un enfant comme tout le monde. Je suis tombée sur le père, j'ai dit, il tombe bien. Je dis, bonsoir. Vous êtes au courant Elle était ravie de tomber sur moi, il était comme ça. Il avait quel âge, l'enfant? C'était son année il avait 11 ans, c'était sa première. Mon fils, il a 1 an d'avance, c'était son année de 6e. Et franchement... il faut calmer tout de suite. Moi, j'ai très calmement, je leur ai expliqué, je me suis dit, vous savez, moi, je suis une maman comme tout le monde. Et d'ailleurs, dans toutes les autres écoles, j'avais jamais eu ce souci. Et c'est quand il est rentré au collège, et j'ai dit, voilà, donc il va falloir vraiment que ça se passe différemment. Et donc, le père a mis un peu une pression à son fils. Je lui ai dit, non, mais tranquille. Après, ils se sont excusés. Et ils sont devenus très potes. Aujourd'hui, ils sont meilleurs potes. C'est marrant. Mais j'ai eu besoin de... Et il y avait tous les gamins plus loin qui me regardaient. Et dès qu'ils m'ont vu faire ça, à partir du lendemain, ils l'ont respecté. C'est bizarre, hein. Mais c'est viscéral. Ça m'a fait mal au cœur pour mon fils. Tu fais gaffe, ça, au harcèlement et tout ça? Ah ouais. Et par contre, moi, c'est l'inverse. C'est encore plus grave pour moi. Je ne veux pas que mes enfants harcèlent qui que ce soit. Par exemple, pour moi, je préfère que ce soit passé dans ce sens-là, qu'on me convoque et qu'on me dise, ouais, votre fils, ça, je le tolérerai jamais. En fait, ça me traumatise, le harcèlement. Je trouve ça horrible. Je parlais de ça, la méchanceté sur les réseaux. Quand tu l'as vécu, après, tu veux pas que... Ah non, franchement. Et mes enfants, vraiment, je mets un point d'honneur à ce qu'ils respectent tout le monde. Et quand il y a des disputes et tout avec leurs copains et tout, je dis, tu t'excuses, en fait, c'est pas comme ça. Ça va trop vite, en fait, de nos jours. Les gamins qui sombrent en dépression, tu vois même pas qu'il y a des groupes WhatsApp où ils insultent un gosse et tout. C'est
c'est hors de question. Ça. Vraiment, je surveille. Et j'ai les codes de tous mes gosses et je regarde partout, tous leurs groupes, tous leurs trucs. Hein. Je suis un espion, moi. Ah, tu les surveilles un peu? Ah, je surveille tout ce qu'ils disent et tout. De temps en temps, quand ils dorment, je regarde dans les trucs. Et ah ouais? Ah, je regarde. Tu géolocalises et tout? Ouais, ah bah ça, c'est la base. Tu les surveilles, ils vont à l'école en trottinette, je regarde, il est rentré, c'est bon la base. Ah oui, tu vois. Ouais, quand même. Au moins, je suis tranquille dans ma tête. Parce que moi, je suis pas souvent là. 3 jours par semaine, je suis en tournée. Donc quand je suis pas là. C'est rassurant pour les parents. C'est rassurant, ouais. C'est pas pour le. Mais au moins, il me dit, je vais là, je lui dis, ok, t'es arrivé, je regarde, il est arrivé, je vois qu'il me ment pas, il peut pas mentir. Putain. Et tu disais que tu avais la foi avant, c'est un truc qui t'a aidé dans la carrière? Ouais, dans ma vie, tout court. Mon secret, c'est ça. Moi, tout le temps, on me dit, t'as pas changé, t'es quelqu'un de simple. Je suis quelqu'un de sauvage, j'ai toujours été comme ça. Je pense que je tiens de mon père. J'ai jamais été people, jamais été à l'aise d'ailleurs dans ce métier, dans la lumière, tu vois. Quand dans le côté, tu sors d'une émission de télé, tout le monde va boire du champagne, tout le monde va. Moi, je sors d'une émission de télé, je rentre chez moi, tu vois. J'ai toujours été à l'aise dans mon cercle. Et mon apaisement, c'est mon lien avec... c'est ma foi, vraiment, c'est ma prière. J'ai toujours prié toute ma vie. Je ne rate pas une prière pour une émission ou pour un truc. C'est vraiment... C'est comme ça, c'est en moi. J'ai besoin de prier 5 fois par jour. J'ai besoin de vider mon cœur. J'ai besoin de m'accrocher à ça. Et quand, d'un coup, un truc un peu dérisoire prend trop de place dans ma tête, je redescends, je me dis, oh, c'est un métier, c'est ta passion, tranquille. Un jour, tu vas mourir. Je me dis toujours ça et je dis tout le temps à mes enfants. C'est rien, en fait. On ne sauve pas des vies, c'est pas très grave. Il y a toujours plus grave. Et en fait, ça remet un peu les choses à leur place et ça te permet de relativiser et te dire, c'est que du bonheur de vivre des choses comme ça. Il faut garder le positif. De dire, tu fais que du divertissement. Je fais que du divertissement. Les gens te disent, tu m'aides, tu me fais du bien. Moi, je veux pas rentrer dans ce schéma-là de me dire, je les aide parce que je trouve qu'on n'est pas médecin. Mais ça me touche quand quelqu'un me dit, ta chanson, elle m'a fait tellement de bien, j'ai vécu cette histoire, c'est l'histoire de mon premier album, les gens me parlent encore d'À fleur de toi, de ma sœur, de toutes ces chansons. Ça me touche de savoir que ça peut aider les gens, les toucher. Mais je fais ça parce que c'était ma passion et parce que j'adore partager ça avec les gens, mais j'ai pas la prétention de sauver les gens, hein, je le sais bien. En 2018, tu vas sortir un titre avec Slimane, je te le donne, le duo cartonne. J'avais noté 50 millions équivalent stream. Alors, je sais pas si c'est équivalent stream, mais ouais. Bon, en tout cas, ça marche partout, ouais, ça tourne partout, etc. Vous avez enchaîné, tu disais avant, l'année d'après, avec l'album Versus. Ouais. Non, c'est ça. Hein, album Versus, ouais. Qui avait 10 de diamants aussi. Ouais, qui a fait 1 million, plus d'1 million. Beaucoup de succès. Au départ, tu voulais pas faire l'album avec Slimane et moi, je l'invite sur ma réédition, on fait Je te le donne, la chanson cartonne. En fait, lui, il avait repris ma chanson À fleur de toi dans The Voice. J'étais très touchée par Slimane, on se connaissait pas du tout. Et puis, on se retrouve en studio, on fait Je te le donne, ça se passe bien. Et mon mari nous dit, vos deux voix ensemble, il y a un truc incroyable, en fait. Vous vous rendez pas compte, vous devriez faire plus de titres, vous devriez faire un album commun. Et tous les deux, on éclate de rire, et on se dit, mais pas du tout, en fait. Parce que moi, à ce moment-là, je venais de renouer avec le succès. Mon dernier album solo, il était double platine. J'avais déjà des chansons pour l'album d'après. Slimane, pareil, il allait enchaîner son album. Tous les deux, en fait, à ce moment-là, on se kiffe et tout, mais on se dit non, en fait, on n'a pas envie. Et puis, le titre cartonne, on fait un peu de studio, on commence à faire des chansons, on se rend compte que vraiment, en studio, il y a une espèce de magie. Ça va trop vite. J'écris un couplet, il écrit un couplet, bim, bim. On fait toutes les chansons de cet album Versus, on les fait en même pas, 15 jours. On fait Avant toi, on fait Ça va, ça vient. Et on se dit, ouais, il y a quand même un truc. Et c'est vraiment la musique qui nous a convaincus de faire cet album duo. On fait cet album dans la plus grande facilité. Vraiment, honnêtement, c'était magique en studio. Et l'album va rencontrer un succès phénoménal. On ne s'attendait pas à ça. Ça a été une tournée qui a duré 3 ans. Et c'est beau, ouais. Et on a failli ne pas le faire, ouais. Il y a un titre hommage à l'affaire Maëlys dans l'album Versus. Tu suis J'ai rencontré sa maman, moi, ouais. C'est une histoire qui m'a bouleversée. C'est Nordal le Landais, hein, c'est ça Exactement, ça s'est passé en Savoie. Moi, j'ai grandi dans une région pas très loin. J'avais suivi cette affaire, ça m'avait traumatisée. Je suis très, très, très attachée aux faits divers. Je lis beaucoup les faits divers la nuit, je suis très insomniaque. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours été comme ça. Et donc, je suis toutes ces histoires-là, je les connais, mais dans les détails, je sais pas, c'est encore plus depuis que je suis mère, parce que tu te dis, en fait, il faut juste savoir quand même dans quel monde on vit. C'est pour ça aussi que je traque un peu mes enfants, parce que je sais qu'en fait, dehors, c'est pas les bisounours. Faut pas être naïf, quoi. Faut pas être naïf. On est dans ce monde-là, on y est, en fait. Et cette histoire m'a bouleversée. Et on est, avec Slimane, à ce moment-là, on était en studio, et on a cette envie d'écrire une chanson qui pourrait toucher sa maman. Et à la fois, il y a plein de gens qui ont été touchés par cette chanson. Et on l'a rencontrée plusieurs fois. Elle est venue sur la tournée. J'ai échangé beaucoup avec elle. Et la force de cette femme, en fait, pour survivre à ça, en fait, dans ta famille, c'est quel tsunami, en fait, qui se remet de ça? Sur le site mediamas.net,
Alors, je crois que c'est un site avec des conneries, machin. Oh, putain. Et quand tu tapes Vita, il y a des articles qui sortent et qui disent que tu as gagné. C'est marrant Vas-y. pour ta vie. 96 millions d'euros cette Ah, bien année. sûr. Je suis arrivée en jet, là. Il est devant. Je me suis posée dans le 17. Non, mais Tu sais que c'est des ce truc-là, articles, non, tu mais connais ce alors, genre de truc. C'est pop sur les récent, sites. ça, parce qu'il y a un truc, et c'est sorti comme ça, il y a 2024, au ouais. moins 4 ans, un truc comme ça. Ma mère qui m'appelle un jour. Mais dis donc, ma mère, elle croit à ça. Elle me dit, mais c'est vrai que tu as gagné 80 millions, je sais plus, c'était 80 millions d'euros, un truc. Mais je dis, mais maman, Ouais, c'est 96 la je sortie. dis, mais là. maman, tu sais compter ou pas? Je dis, s'il te plaît, mais regarde, je crois que j'habiterai là. Je dis, mais maman, je crois que je suis Mbappé. Mais en fait, quand même, calmons-nous, on est des chanteurs. Je rêverais avoir gagné Non, mais ça dans ma vie. J'espère que tu gagnes bien Je ta vie gagne et bien tout, mais- ma vie, bien mais sûr. Mais là, je suis c'est- très, très loin de ça. Là, c'est plus Guillaume. qu'un patron du CAC 40. Là, Ah, Là, non, c'est mais- 96 patrons de C'est les Total. footballeurs, ça, c'est une autre sphère que j'espère ou pas. Franchement, je n'espère pas parce que je pense que c'est d'autres problèmes aussi. Qui J'ai pas gagne envie de- 100 millions d'euros par an, pas beaucoup. Hein. Ouais, il n'y en a pas beaucoup et c'est d'autres sphères aussi. Hein. C'est d'autres problèmes. À partir de quand, toi, parle pas de somme, on s'en fout et tout, mais à partir de quand tu arrives à gagner ta vie correctement? Bah, déjà, moi, parce que, enfin, il faut le savoir, quand tu fais ce métier, si tu n'es pas auteur-compo, tu ne gagnes pas ta vie. Hein. Si tu es interprète, tu ne gagnes pas ta vie. mais Je par ne sais exemple, pas comment ils font. Hein. Avec un feat comme Diams qui marche bien, est-ce que tu commences à bien gagner ta vie ou ça Non, suffit avec pas une chanson, tu gagnes pas. Ça suffit pas. Ça suffit pas, c'est une chanson. Déjà, il faut parler en vente d'albums pour gagner sa vie. Bon, après, aujourd'hui, il y a le streaming, c'est différent. Mais je veux dire, déjà, moi, je viens d'une époque où il y a plein d'artistes qui étaient interprètes. Quand tu es interprète, tu n'as pas de SACEM, puisque tu n'es pas auteur. Mais tu peux n'es pas quitter ton compositeur. boulot de vendeuse et vivre quand même. Alors, moi, j'ai été vendeuse pendant très longtemps, jusqu'à ce que je signe en maison de disque. Je suis retournée travailler dans cette boutique, c'était l'échec de ma vie. Parallèlement, j'ai repris mes études, donc j'ai passé un BTS de commerce parce que mes parents voulaient que quand même j'aille au bout de mes études. Et puis, jusqu'à ce que je signe en maison de disque, j'étais vendeuse en même temps, parce que fallait que je paye mon loyer et que je savais pas comment... ce que ça allait donner, surtout. Donc, jusqu'à ce que le premier album sorte, et c'est rétroactif dans la musique, tu touches pas d'argent avant 1 an et demi après la sortie d'un album. C'est long, hein. Faut vivre, hein. Donc tu prends une avance, on appelle une avance. Tu as des gens qui claquent tout. Et c'est pour ça que je t'expliquais, moi j'étais traumatisée de ça. Et j'ai une comptable qui m'a dit, alors attention, je t'explique, la musique c'est très compliqué, tu as des revenus 3 fois par an, il faut mettre de côté, les impôts ils vont te prendre 40%. Tout ce qu'elle m'a dit était vrai. Elle m'a hyper bien éduquée, cette comptable, et j'ai fait attention toute ma vie. Mais j'ai commencé à gagner ma vie après la sortie d'À Fleur de Toi, qui a vendu 400 000 en 3-4 mois. Et j'ai acheté tout de suite un appartement par peur de me retrouver à la rue, tu vois. Et j'ai bien fait parce que l'album d'après a moins marché. Tu vas sortir ton dernier album, il s'appelle Charlotte en 2023. Ouais. Qui se passe très bien. Tu vas te livrer dans l'album, on en parlait, etc. Il se passe le homejacking. Et avant que tu partes en tournée, c'est ça, ou tu vas tourner juste après. Ouais, là, je viens de partir en tournée là. Ouais, l'homejacking, c'était en décembre l'année dernière. Ouais. T'as expliqué un peu dans ton docu, hein. Tu expliques comment ça se passe, mais des images, etc. Toi, tu me disais que t'as déménagé depuis, tu pouvais pas rester. Moi, j'ai eu beaucoup de mal en fait, le plus dur, c'est pas enfin, c'est terrible à vivre. Hein. Tu l'as vécu aussi. Enfin, moi, en tout cas, moi, j'étais sur place et d'être réveillée en pleine nuit, en fait, par des mecs qui sont en train de rentrer chez toi. Moi, j'étais la première à l'entendre, à être debout. Tu sens qu'il va se passer un truc, c'est inévitable. Tu peux rien faire, t'es impuissant, t'es comme ça. Tu les entends? Tu subis. Ouais, moi, je suis en train de dormir et j'entends dans mon sommeil des grands coups dans la porte. Il y a ton mari ou t'es toute Mon seule? mari dormait à côté de moi, mais lui, il n'entend rien quand il dort. Moi, j'ai des oreilles, j'entends tout. C'est les mamans, ça. Excitant. J'entends le deuxième coup, j'étais debout. Et je lui dis, écoute. Et mon mari m'a toujours dit, ils vont rentrer un jour dans la nuit. Il me l'a toujours dit ça. Mon mari, c'est un parano de ça. Il met des alarmes partout. Et ce qui nous a sauvés, c'est qu'on dormait toujours avec l'alarme. Donc en fait, une fois, donc je les entends taper, ils sont pas encore rentrés. Donc on sait que quand ils vont ouvrir la porte, ça va s'enclencher. S'il n'y avait pas eu l'alarme, très honnêtement, je pense que ça aurait été 100 fois plus dramatique que ce qui s'est passé. Mais déjà, dans ton réveil, dans ton sommeil, tu es réveillé par des grands coups dans une porte. Il défonce la porte en gros. Ils défoncent la porte de mon dressing, qui est au même étage que moi. Ils sont en train de l'enfoncer comme ça, à grands coups de latte. J'entends au deuxième coup, je suis debout. Mon mari me dit, OK, prends les enfants, enferme-toi en haut. Moi, je descends en bas, parce qu'il voulait aller chercher pour se défendre. Je suis comme ça, sauf qu'en fait, j'ai pas le temps de monter, que le mec, 4e coup, il est rentré, l'alarme, elle se déclenche. Je me retrouve face à un mec, ils sont rentrés à 3, il y en a un qui descend, un qui monte, qui séquestre ma belle-fille, un qui m'attrape moi, comme ça, avec une batte cagoulée. En fait, là, le temps, il s'arrête. L'alarme, elle sonne, je l'entends même pas, tellement je suis... J'ai pas de mots, je peux pas parler, mon ventre, il est bloqué. Je me rappelle que j'arrivais pas, je crois que je parlais, mais que comme si la voix, elle sortait pas. C'était très, très bizarre ce qui se passe. Et le mec me hurle dessus, donne-moi les bijoux, donne-moi l'argent. Et donc là, moi, je suis omnibulée par le fait j'ai vu un mec monter en haut où il y a ma belle-fille et ma fille. Je veux que aller, voir ce qui se passe là-haut. Moi, je fais penser à des trucs terribles. Et donc le mec, je me dis, lui, il faut que je l'occupe. Donc je lui fais signe pour qu'il me suive dans le dressing.
c'est là où il y a tous mes bijoux, mes trucs. Je lui dis, tu veux des bijoux, suis-moi. Et je l'emmène là. Et là, le mec, et d'ailleurs, dans ma folie, j'arrive quand même à prendre une montre qui était sur la table. Pour te dire, tu as des réactions. Tant que tu l'as pas vécu, ce truc-là, tu ne sais pas comment tu vas réagir. J'ai plein de copines qui m'ont dit, t'aurais dû faire ça. En fait, tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas ce que tu vas faire. C'est à l'instinct. Dans ma folie, il y a une montre qui est posée, je la prends. Pendant que le mec, il est en train de gesticuler, tu sais, pour la cacher. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, comme ça, je me dérobe pendant que le mec, il est en train de crier. Il appelle ses collègues parce qu'il voit qu'il est dans la pièce où il y a tout. Je monte en courant. Je croise un grand mec qui me pousse comme ça dans l'escalier. C'est celui qui était en haut. Je vois ma belle-fille qui est par terre comme ça, terrorisée, en larmes, en train de pleurer. Avec ma fille, elle a eu le réflexe d'aller prendre ma fille dans la chambre d'en face, ma fille de 1 an, qui est comme ça, qui pleure, c'est lunaire. Et moi, j'ai pas de téléphone, ce qui m'a arraché mon téléphone tout de suite, le mec, quand il est rentré. Donc, j'ai toujours pas appelé les keufs. Et là, ma belle-fille... Ton mari, il est où, là? Mon mari, il est en bas en train de se battre avec un autre mec, parce qu'il y a 4 étages. Eux, ils savent pas, ils sont rentrés au hasard, ils sont 3. Bah, j'entends des bruits de fou en bas. Ouais, ils sont en train de se battre en bas. Il y a un mec qui est sur mon mari. Moi, l'autre, il est en train de vider le dressing. Et le 3e qui est en haut, il le rejoint. Et tout ça en 4 minutes. Ça va très, très vite. Ouais. Et j'ai toujours pas appelé la police. Et ma belle-fille, je monte. Et je lui dis, t'as ton téléphone, elle a réussi à le jeter sous le lit, tu vois. Et là, je prends son téléphone, j'appelle la police, mais le temps que t'appelles, tu tombes sur une centrale qui te retransfère sur un commissariat, il y a l'alarme qui sonne, elle entend rien, la meuf, elle me fait répéter 4 fois l'alarme. Et je me dis, le mec, il va arriver, il va me prendre par les cheveux quand il va voir que je suis remontée. Et là, j'appelle la police, et eux, pendant ce temps, ils ont vidé ce qu'ils ont pris, ce qu'ils pouvaient prendre, et ils sont ressortis, tu vois. Et la police est arrivée en 4 minutes derrière. Et en fait, le plus dur, c'est pas cette scène, c'est après cette scène. Tu deviens fou, en fait. Tu la revis dans ta tête tout le temps, tu la revois. La voix du mec, je l'entends dans ma tête comme si c'était hier. Pendant 3 mois, toutes les nuits, j'étais réveillée comme ça. Et pourtant, je voulais pas du tout sombrer dans un truc de... J'essayais vraiment de pas en parler, de plus... En fait, tu peux pas... C'est pour ça que j'ai déménagé. J'arrivais pas à passer à autre chose, en fait. C'est-à-dire, toutes les nuits, je le revoyais, je me refaisais la scène. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, j'ai pris une sécu la nuit, j'ai tout enlevé de chez moi. Mais pendant des mois, ça me réveillait toutes les nuits, en fait. Ça te hante. Putain, tu pouvais plus rester toute seule chez toi? Je mettais l'alarme tout le temps. Je pouvais, mais je mettais l'alarme. Même à 14h, je suis chez moi, je mettais l'alarme tout le temps. Ça veut dire tout le temps. Je me lève, je mets l'alarme en permanence. Parce que s'il n'y avait pas eu l'alarme, ils seraient restés. Ils ont été attrapés, ces mecs-là. Ils avaient des trucs dans leur valise, dans leur voiture. Ils avaient de quoi nous attacher, etc. Tu vois, donc ils nous auraient fait... te ligoter, machin. Ouais. Probablement, ouais. Je pense que c'était prévu. Donc tu te dis, heureusement qu'il y a l'alarme, heureusement que ça allait vite, heureusement qu'ils nous ont pas finalement violentés. Mais c'est un traumatisme qui reste dans ta tête. Tu vis plus pareil. Moi, je fais attention à tout ce que je fais maintenant. Tu fais attention à ce que tu montres? J'ai toujours fait attention à ce que je montrais. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui... T'as des mecs, des artistes comme ça, qui se montrent comme ça, qui montrent leurs bijoux. Bon, moi, c'est pas ce que je suis déjà, tu vois. Mais j'ai découvert via la police par la suite qu'en fait, ces mecs-là, ils font leur repérage sur les réseaux sociaux. Donc, ils vont voir une photo. Maintenant, je te donne un exemple. Je suis au Energy Music Award. J'ai un bijou. Ils vont zoomer. Ah, là, ça. C'est comme ça qu'ils repèrent. Et 2 jours avant ce truc-là, j'étais allée à un gala où j'avais fait une photo où j'avais une montre sur moi. Donc, je me suis dit, est-ce qu'ils ont... On ne sait pas si c'est ça, mais en tout cas, leur terrain de chasse, c'est les réseaux sociaux. Donc, bien évidemment qu'après, j'ai encore moins mis... Carrément, j'ai tout enlevé. Hein. J'ai tout rangé ailleurs. Putain. Je mets plus, en fait, de trucs chez moi. C'est malheureux, mais j'en suis là, quoi. Et je me dis, au moins, je suis tranquille. Et puis maintenant, j'ai une sécu, donc ça, c'est encore autre chose. Mais ouais. Une sécu, c'est un mec de sécu, en gros. Un mec de sécu, ouais. Je dormais plus sans. Ça, c'est vraiment le truc qui fait que j'ai recommencé à dormir, c'est quand j'ai pris une sécu. Les enfants, comment ils vont? Alors, mes petits, eux, vu qu'ils dormaient dans un étage où ils n'ont pas accédé, ils n'ont pas eu le temps, parce que ça allait très, très vite, c'est eux qui ont été le moins traumatisés, c'est mes fils. Ma belle-fille, encore aujourd'hui, c'est un vrai traumatisme. Ma fille, elle était petite, elle est passée à autre chose quand même. Je trouve qu'elle était petite, je pense que ça ne l'a pas marquée comme nous. Je crois que les plus marqués, c'est ma belle-fille et moi. Et ton mari? Ah, mon mari, il avait la rage, lui. Lui, il voulait... c'est un homme, quoi. Ouais, il voulait les retrouver, il voulait... Après, ils se sont fait attraper 2 jours après, donc si tu veux, ils sont toujours pas eu le temps de... Ouais. C'est le karma, tu vois. Après, il y a le bon Dieu, et puis... Mais en tant qu'homme, ouais, il avait la rage. Et toi, t'es allé voir des psys et tout? On m'a beaucoup dit de le faire. Après, moi, mon psy, c'est ma prière, je suis très honnête. C'est passé. Franchement, les premiers mois, j'ai beaucoup pensé à ça. Et aujourd'hui, ça y est, franchement, ça m'arrive de temps en temps de... Mais si, là, en parlant, tu vois, quand je te parle de la voix du mec, je me rappelle très, très bien de la voix du mec. Et d'ailleurs, quand j'ai fait l'identification, je voyais que ses yeux. Ça a duré 3 minutes. Tu l'as reconnu tout de suite? Tout de suite. Derrière une fenêtre sans teint, là? Non, j'ai même pas eu besoin, que sur les photos. Tout de suite, je les ai vus. Et ma belle-fille, pareil, ils nous ont séparés, pour pas qu'on s'influence. On a dit tous la même chose. Donc, ça veut dire que vraiment, dans ton choc, tu mémorises le regard du mec. Il y a un mec à 30 cm de toi qui te hurle dessus, même s'il est cagoulé. Je m'en rappellerai toute ma vie. Toi, ils t'ont pas violenté? Il m'a pas violenté. Moi, je me suis dit ça. Je me suis dit, ça y est. Et d'ailleurs, j'étais très calme, bizarrement.
Je me suis dit, ok, ça va être c'est mon épreuve. Et non, il m'a pas... Il m'hurlait dessus, donc c'est quand même une forme de violence, parce que dans De toute façon, c'était violent. le hurlement avec une arme et quelqu'un qui te menace, mais j'ai vu dans les yeux du mec qui savait très bien qu'il venait chez moi, donc on l'a su par la suite de toute façon, et j'ai vu dans son regard presque qu'il était gêné, en fait, d'être, je sais pas comment te dire, tu vois, comme il m'hurlait dessus, mais en fait, il savait très bien qu'il était chez moi, et tu étais face à moi, je suis en nuisette devant toi, enfin, qu'est-ce que tu fais, tu vois, c'est un jeune, c'est un mec de 23 ans, j'ai vu après le profil du mec. Je me dis, mais faut le faire quand même, rentrer chez des gens qui dorment, tu vois. Rentrer, faire un cambriolage, c'est déjà un step. Mais rentrer chez des gens qui dorment dans leur sommeil... Violent. Il y a des enfants, il y a des bébés. C'est quel monde, en fait? Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que c'est... Bon, ça vient. T'as pu leur parler? Non. Non. Le procès, il va arriver et tout. Je sais pas comment ça va se passer, mais j'aimerais bien. Tu veux y aller? Ouais, je pense que j'irai. En tout cas, j'irai... il va y avoir une convocation chez la juge qui est déjà prévue. Je vais y aller, ouais. C'est bien d'aller montrer aussi... Ouais, parce que je pense qu'il faut aller au bout et voilà quoi. Et quand ils ont fait ce choix-là, il faut l'assumer, tu vois. C'est quoi le profil? Genre, c'est des multirécidivistes? Ils étaient moins jeunes que la plupart des cas. Ils avaient 24, 23, 21, ouais, multirécidivistes. Mais bon, voilà, après, j'ai su par la BRI que vraiment, c'est des mecs qui sont recrutés sur les réseaux. En fait, qui viennent, on leur dit tu vas rentrer chez un tel, mais ils n'ont pas d'infos en fait. Ils sont restés 30 minutes devant chez moi à guetter toutes les entrées, on les voit dans les caméras, je l'ai mis dans mon docu. Ils savent pas, ils rentrent, mais ils savent pas s'il y a des enfants, ils savent pas comment ils vont opérer, ils font n'importe quoi. C'est ce qui fait qu'ils sont à la fois pas efficaces, mais à la fois c'est ce qui fait qu'ils sont dangereux. Et le mec de la BRI m'a dit, en fait, votre réaction, elle était parfaite parce qu'il faut surtout pas lutter, parce que c'est des mecs dans la panique, coup de couteau, bim, bêtement en fait. Ouais, c'est là où c'est dangereux. Et bien sûr, c'est là où tu sais pas ce qu'il... Il me dit, ce ne sont pas des mecs organisés, c'est vraiment des mecs qui font ça un peu au hasard. Et c'est ça qui est dangereux. Tu disais, ton mari s'est battu et tout, c'est le réflexe naturel. Mais ils déconseillent, enfin, ils disent au maximum. Ils disent qu'il faut pas. Et moi, je hurlais à mon mari, je disais, fais rien. Parce que j'avais tellement peur de ça. Je disais, les touche pas. Et je hurlais ça, mais il y avait l'alarme qui se... En fait, moi, j'ai eu une vision de... Je me suis dit, si ça part, et s'ils mettent un coup de couteau à mon mari, après, tu vois, tu te retrouves dans... C'est une autre histoire après. Encore. Ah, ouais, ouais. Donc, ouais, c'est... T'as eu de la je chance trouve qu'au final... malheur. Exactement. Au final... On s'en est pas trop mal sorti. Mais le traumatisme, il est balèze quand même. T'en parles dans ton docu, hein, Ouais. tu disais dans ton documentaire sur TF1, TF1+, je vous mettrai le lien, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la description de la vidéo. Il s'appelle Je m'appelle Charlotte. Et qu'est-ce que tu racontes d'autre dans le documentaire? Je raconte vraiment, comme je te le disais, Charlotte. Je raconte Charlotte plus que Vita, en fait, vraiment la femme, mes combats, derrière tout ce que les gens voient, en fait, derrière la carrière, derrière le succès, derrière... celle qui paraît toujours apprêtée, etc. La femme comme tout le monde, qui s'aime pas, qui est complexée. Ma culpabilité de maman aussi, de courir partout. Pourquoi aussi j'ai moins envie d'être dans la lumière. Et puis voilà, la remontada qui a été hyper compliquée, qui a été difficile, mais encore plus savoureuse, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, c'est notre travail à nous, et c'est le fruit de notre travail à nous. Et puis tous mes combats de femmes. Donc c'est vraiment un docu qui est très intime, très privé. Hein. C'est très loin d'un docu musical. Il y a bien sûr une grosse partie où on retrace la carrière, mais je voulais vraiment, moi, axer ce docu sur qui je suis, plus que l'artiste que vous connaissez. D'ailleurs, dans le documentaire, il y a Carla Bruni. Je sais pas, vous êtes copine en fait? Ouais, vous on est connaissez très bien amis. J'aime beaucoup, beaucoup Carla. On s'est rencontrés il y a quelques années. Comment on s'est rencontrés d'ailleurs? Dans un cadre privé. Et on s'est rencontrés? Non, on s'est rencontrés aux Enfoirés. Oh là là, je suis une ouf. Mais en fait, par la suite, on s'est revus plein de fois dans des cadres privés et tout. Et vraiment, c'est quelqu'un que j'aime énormément. J'étais très touchée par Carla, parce que c'est une femme très, très forte, qui est d'une douceur comme ça quand tu la vois en surface. Mais en fait, c'est le feu. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, Enfin, je crois qu'elle a une carrière, elle a eu 1000 vies, en fait. Elle a été première dame. Incroyable. Incroyable. Première dame, chanteuse, elle est musicienne. C'est une Italienne, elle parle français comme si elle était née en France. Elle est exceptionnelle. Et je sais pas, je suis très, très touchée par Carla. On est très amis. Et dans mon docu, je voulais qu'il y ait des amis et des proches qui témoignent. Et il y a très peu de femmes qui témoignent. Il y a Amel, qui est mon amie, Amel Bent. Et Carla, je voulais absolument qu'elle témoigne. Et elle fait son interview est d'une pertinence. Enfin, je sais pas, moi, elle m'a énormément touchée. Je suis très fière qu'elle soit dans le docu. T'as rencontré Nicolas Sarkozy? J'ai rencontré Nicolas, Monsieur le Président. Je l'appelle Monsieur le Président. C'est vrai? Ouais. Alors, il faut l'appeler Monsieur le Ouais, Président. c'est le protocole. Hein, Ouais. C'est dur, mais... Et il est exceptionnel. Ouais. Je les aime beaucoup tous les deux. Ah oui, c'est rigolo. Monsieur le Président. C'est très amoureux. Comme ça, quoi. C'est très... D'ailleurs, aux Enfoirés, c'est comme ça que quand je rencontre Carla, il vient la voir. Il est là, il vient dans les coulisses.
Je trouve ça trop beau, en fait. Ils s'aiment vraiment. C'est 16 ans qu'ils sont ensemble, ils nous ont raconté. C'est beau. Ça se voit qu'ils s'aiment. Ils ont un amour très fort. T'as vu son interview ou pas du tout? J'ai vu des extraits, ouais, incroyable. J'ai noté, t'as sorti 8 albums, victoire de la musique, enfin plein de victoires partout, chansons de l'année, etc. T'es contente de ta carrière? Moi, tu sais, du futur, mais... Moi, je suis par opposition à mon mari, qui est un ambitieux, un carriériste. Et je n'étais pas carriériste. Je ne suis pas ambitieuse. Et en fait, j'ai fait ce métier par passion. J'avais des rêves, mais je n'avais pas de plan de carrière. Et souvent, on me dit, ouais, de quoi tu rêves encore? Et honnêtement, pour moi, si ça s'arrête maintenant, je suis super heureuse, en fait. Vraiment, je ne suis pas quelqu'un qui me dit, ouais, je voulais faire le Stade de France. Très honnêtement, 20 ans plus tard, je remplis des grandes salles. J'ai rempli un Bercy. J'ai vécu le plus beau moment de ma carrière il y a 15 jours sur scène. C'est beau, en fait, de sentir que tu as des gens qui sont là, qui traversent le temps avec toi, parce que mon public me ressemble. C'est beaucoup de femmes de mon âge qui ont eu des enfants en même temps que moi, qui viennent avec leur maman, parfois qui viennent avec leur grand-mère, qui viennent avec leur fille. Des fois, j'ai 3 générations, 4 générations. Ça, c'était mon plus beau rêve, en fait, de rentrer dans le cœur des gens, de toucher les gens. Pour moi, mon objectif, je l'ai atteint, ouais. T'es heureuse aujourd'hui? Je suis très heureuse, je suis très épanouie. J'ai peur je m'inquiète pour mes enfants. C'est vraiment ça, Mon angoisse, c'est beaucoup ça, en tant que femme, en tant que mère. Hein. Je me dis, j'essaie de leur construire un empire, mais c'est des grands débats avec mon mari. Est-ce que c'est pas aussi un cadeau empoisonné, tu vois? Parce que nous, on n'avait rien. Et c'est pour ça qu'on a réussi, je pense. Parce qu'on est parti de zéro et qu'on nous a rien donné, on nous a pas facilité. On leur donne tout, nous. On leur construit un vrai truc. À la fois, moi, je m'accroche pour que mes enfants aient la valeur des choses et je leur explique tout. Et j'essaye de les faire travailler avec moi et de faire des trucs. Mais après, ça va être dans leurs mains, quoi. Et je suis un peu inquiète pour eux, mais à la fois, c'est le jeu. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui, pour finir? Ah, il me manque la paix. Peut-être le temps. C'est vrai que je manque de temps. J'ai vraiment le sentiment toujours de courir après ma vie et de courir. Les gens qui m'entourent me voient. Je suis tout le temps speed, je cours tout le temps, je cours partout. Après, ça fait partie de ce métier aussi. Quand tu fais un peu tout et que tu as toutes les casquettes, tu n'as pas le temps de dormir. Et c'est pour ça que je pense que ouais, les années à venir... je vais prendre un peu plus de temps et de recul. La vie, ça passe vite, hein. Ça passe vite. De fou. T'as vu quand t'arrives vers 40 et tout? Là, Attends, mais je suis plus proche de là, quoi? Ça y est, là, je suis arrivée à la quarantaine, donc je suis presque à la moitié de ma vie. Parce que tu te dis, t'es à la moitié de ta vie. Un peu, tu vois, systématiquement. Bon. Vous, les femmes, vous avez plus de chances d'arriver à 90, 100? Ouais, encore, c'est quoi? Nous, les hommes, c'est quand même moins. Ouais, mais c'est plus facile de vieillir pour un homme que pour une femme, je trouve. Dans tout, tu vois, même professionnellement, dans les perspectives d'évolution, dans ce qu'on te propose. C'est plus facile pour un homme. Je trouve que les hommes, ils vieillissent mieux. Souvent, c'est pas dur, c'est pas gênant pour un homme de prendre de l'âge. Pour une femme, de prendre de l'âge, d'être bien dans ses baskets et de se recycler et de faire quelque chose, c'est plus dur. C'est vrai. C'est plus dur. Oui, en fait, c'est des parcours de vie différents. C'est différent. Ouais. Il faut savoir ce que tu as envie de faire. Et voilà, et je pense qu'il ne faut pas s'accrocher à la jeunesse et justement avoir peur de vouloir défier le temps qui passe. Mais je pense qu'il faut être organisé quand même. Il faut se dire, OK, là, il me reste tant d'années. Moi, je sais que à 50 ans, je ne serai plus sur scène, je le sais. C'est sûr, c'est une certitude. Je ne me vois pas, je ne veux pas. Regarde Djilo, remarque. Elle est exceptionnelle. Franchement, j'ai tellement... T'as un air de Djilo, on te le dit jamais? Franchement, je trouve ça tellement... À un moment donné, on m'a dit ça un sentiment de... Franchement, on m'a dit ça plein de fois, ça me touche trop. Je vous trouve de loin, de très loin. Mais je la trouve tellement belle. Mais par exemple, c'est magnifique ce qu'elle fait à son âge. Et attention, c'est pas du tout une critique. Moi, je sais qu'à 50 ans, je veux une autre vie. Je veux une vie plus calme avec ma famille. Je veux faire autre chose. Je serai plus sur scène à 50 ans, je le sais. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci, j'étais trop contente. C'est un plaisir de te revoir. Dans 10 ans, non, merci d'être là de plus en plus nombreux, les amis. Tous les mercredis, vendredis et dimanches, on vous sort 3 interviews, on vous met 3 vidéos de documentaires, de reportages ou d'interviews. En tout cas, merci d'être entre 100 et 150 000 à nous rejoindre de plus en plus chaque mois, à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas à commenter l'émission. Bon, je sais que tu n'iras pas voir les commentaires, mais c'est sympa. Je regarde les 2-3 premiers après. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça nous aide beaucoup avec la petite cloche pour être au courant de la prochaine sortie. Puis sur les podcasts audio aussi, sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Merci de nous écouter de plus en plus nombreux. On est les premiers podcasts de France, aujourd'hui tournage encore une fois, donc merci 1000 fois. Vous êtes de plus en plus à rêver chaque semaine et c'est fou, quoi. Voilà. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé la vidéo, l'émission, puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao tout le monde.